Bienvenue à Conséquences holistiques. Si vous êtes ici, c'est que vous croyez comme nous que tout le monde mérite d'être la meilleure version de soi-même et d'exploiter son plein potentiel. Mais vous reconnaissez que ce n'est pas facile et que tout commence par un choix individuel et personnel. Notre objectif avec ces rencontres est de présenter un espace de discussion honnête, authentique et parfois inconfortable pour apporter lumière et remise en question avec une dose de sagesse intemporelle. Bonjour à tous, je suis heureux aujourd'hui de commencer cette nouvelle série de podcasts avec Phil, quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années quand je travaillais à Option Travail et que j'accompagnais les entrepreneurs en démarrage. Phil travaillait dans les services financiers, mais il avait une ambition entrepreneuriale qui dépassait grandement ce secteur d'activité-là. Il avait besoin d'en parler à quelqu'un et c'est à ce moment-là qu'il s'est retrouvé dans mon bureau. On a eu des longues discussions, on a tout de suite cliqué. Et ce qui nous a unis, c'est entre autres cette volonté commune de faire une éducation financière à la population. Donc on croit tous les deux en l'importance de transmettre des notions souvent négligées, de partager des stratégies financières efficaces. Phil se concentre surtout sur l'aspect business and money en anglais, alors que je le fais en français, mais on a commencé à créer du contenu à peu près en même temps au début de la COVID. Donc au début, on s'est appelé et on a commencé à échanger, à collaborer. Donc c'est pour ça que je trouve ça symbolique de débuter cette nouvelle série de podcasts avec lui. Au fil des ans, on s'est appelé régulièrement, on a partagé nos découvertes, nos essais, nos contacts, nos tentatives, nos outils. Et c'est cette collaboration, ce soutien mutuel-là qui nous ont aidés à grandir tous les deux. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, Phil est un multi-entrepreneur portant plusieurs chapeaux. Il a travaillé dans les services financiers pendant de nombreuses années et mis en place des stratégies financières intergénérationnelles. C'est sur cet aspect qu'on a connecté particulièrement bien, partageant une vision d'un héritage durable, significatif. Donc, je suis ravi d'accueillir Phil pour discuter de ces sujets et plus encore. Salut Phil, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Je suis content que tu sois là aujourd'hui. Moi aussi. Première fois dans ce studio-là, c'est nice. Ben, premier podcast que j'enregistre ici aussi, donc bien content de t'avoir. On avait fait des vidéos ensemble il y a quelques années déjà, oui. Pendant la COVID. Pendant la COVID, en virtuel. Ouais, je pense qu'à ce moment-là, c'était parmi mes premières vidéos, puis je pense que toi aussi. Oui. Fais-toi la table de cuisine. Puis depuis ce temps-là, je pense que tu as quand même une bonne portée sur les réseaux sociaux. Oui, mais je fais beaucoup de contenu depuis quelques temps. Je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de podcasts, puis j'essaie de mettre ça de l'avant. Puis tu fais aussi de la scène? Ouais, j'ai un TED Talk. J'ai fait un TED Talk au mois d'octobre l'année passée à Roxbury. Puis là, j'en fais un autre au Mexique au mois d'avril 2025. Cool, ça. Un TED Talk au Mexique? Ouais. C'est de où ça vient cette opportunité-là? Ça vient d'un des candidats qui était à Roxbury, qui a décidé d'appliquer sur la licence. Fait que vu qu'elle a appliqué sa licence, mais là, elle l'a eu. Puis là, on a fait l'appel pour voir qui voulait venir. Fait que j'ai montré mon intérêt, puis j'ai passé. C'est pour ça que tu me parlais de créer du contenu pour la thématique Mexique. Oui, exactement. Parce que dans le fond, moi, je suis en train de créer du contenu pour un peu propulser l'événement. Fait qu'on va mettre du contenu. Puis là, avant l'événement va venir, on va le disposer sur les réseaux sociaux pour aller chercher vraiment une... Là, tu fais ça en espagnol? Non. Parce que tu fais beaucoup de contenu en anglais. Oui. C'est beaucoup en anglais parce que, évidemment, l'anglais, c'est à l'international, ça marche beaucoup mieux que le français. Puis au Mexique, mais où qu'on va donner des conférences, puis où qu'on va essayer de distribuer les formations, c'est dans les universités. Les universités, mais souvent, leur niveau d'anglais souvent est très, très élevé. Donc, mais je pense que en fait, c'est ça, t'es né en anglais, si je ne me trompe pas. Je suis allé aux études en anglais, fait que je suis né au Québec, mais je suis allé à Vancouver pendant longtemps. Fait que je suis allé aux études en anglais, puis c'est pas ma première langue, mais c'est la langue que je suis le plus à l'aise. Fait que t'es-tu à l'aise si on fait le podcast en français aujourd'hui? Oui, c'est ça. Je sais que je me trompe, féminin, masculin, que je parle vite, moins vite, mais sinon je vais être correct. Excellent. Y a-tu des sujets que tu veux qu'on aborde aujourd'hui? Mais on parlait du TED Talk. Il y a quelques sujets que dans le TED Talk, je suis en train de monter ma conférence. Puis je suis pas sûr encore, je vais parler de résilience ou quelque chose, mais il y a un sujet que j'aimerais aborder, que j'aborde tout le temps. C'est que, tu sais, souvent dans la vie, on se dit, bon, mais faut savoir comment le faire. Parfait. On va à l'université, on va aux études, on étudie, on appelle des coachs. Mais savoir comment le faire, c'est 10% de la formule. T'sais? Le faire, c'est ça qui est dur. C'est dur. Tu sais, je demande aux gens, bon, mais qui ici veut perdre du poids? Bon, mais qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Bon, j'ai besoin de bien manger, j'ai besoin de faire des exercices. Parfait. On le sait, c'est comme cérébralement, c'est facile. Fais-les. Ouais, mais là, c'est là qu'il y a. Fait que c'est là que je dis souvent, tu sais,
souvent les entrepreneurs ou même le monde en général, on va parler de motivation. Tu sais, la motivation, là, c'est fait pour faire ça. Puis quand notre motivation est là, mais c'est souvent là qu'on réalise les plus beaux moments. Puis c'est drôle qu'est-ce que je dis, parce que quand on est bas, mais c'est souvent là qu'on peut se propulser puis trouver des solutions. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça, Ouais. être humain, selon moi. Pas l'école, mais c'est te donner des problèmes pour trouver des solutions, pour résoudre. Ben, j'ai constaté qu'il y a beaucoup des gens qu'on admire naturellement qui ont vécu énormément de choses dramatiques, des catastrophes dans leur vie que personne ne veut vivre Oui. et que d'un certain sens, on les admire parce qu'ils ont réussi à surmonter ces obstacles-là. Exactement, exactement. Puis ils n'ont pas resté dans une zone de confort, peur de faire des échecs. Au contraire, ils sont mis de l'avant, ils ont tout mis sur table, puis ils ont perdu, Ouais. puis ils le refont encore et encore et encore. Puis peu importe à quelle hauteur. Tu sais, j'étais à une conférence dernièrement à Luc Poirier, puis tu sais, il parlait de certains de ses deals immobiliers, où j'étais comme, le gars, il est là, puis encore à ce jour, il se met à all in. On s'en fout, like, all in, that's it. Mais, mais mettons, est-ce qu'il va tout risquer? Peut-être pas les risques, mais tu sais, le monde va lui dire c'est impossible, puis non, je vais trouver une solution, puis je vais le rendre possible. Fait que tu sais, ça pour moi, c'est de mettre tout sur table, dans le sens que, tu sais, ça prend beaucoup de volonté, puis beaucoup de discipline, puis de rigueur, de dire, bon, mais tout le monde pense que c'est impossible, mais je vais le faire pareil, puis je vais réussir. Puis c'est ça, entrepreneuriat. Puis tu sais, souvent, quand je parle, tu sais, je vais souvent utiliser le terme entrepreneur. Selon moi, tout le monde est entrepreneur. Peut-être pas au niveau professionnel, mais au niveau de leur vie. On entreprend notre vie. Mhm. Il y a beaucoup de mindset, beaucoup de caractéristiques d'entrepreneur qui ne vient pas de la profession, mais qui vient de sa personne. On salue Sylvain Boudreau, le Moi Inc. Fait que oui, exactement. Fait que le mois Inc, effectivement, ça c'est une super belle conférence. Fait que tu sais, on peut tous avoir cette mindset-là, d'entreprendre des choses, de trouver des solutions, Ouais. de vouloir s'améliorer. Ouais. Puis juste des fois, on le réalise pas, mais juste d'organiser un souper de famille, Oui. c'est entreprendre. Oui. Parce que tu contactes des clients cibles Oui. qui ont un besoin, tu leur prépares un événement qu'ils vont aimer, Oui. tu fais les invitations, donc il y a toutes sortes de choses qui sont très très proches du processus entrepreneurial, mais Oui. des fois on le voit pas nécessairement comme ça. Mhm. Juste d'organiser une activité avec ses amis, de dire hey, on s'en va au ski, on réserve la place, on s'assure que tout le monde a l'équipement, que la logistique est là, toi t'embarques avec lui, on split les lifts, donc c'est toute une logistique qui est en soi un processus entrepreneurial sans être une entreprise. Oui. Puis c'est même des fois plus compliqué avec les amis et la famille. Faire des événements, puis les amener, puis les rassembler ensemble, puis tu sais, ça m'amène sur un autre sujet. Ça, c'est quelque chose que je trouve plate culturellement. Je trouve que culturellement, on est pauvre. Tu sais, souvent, on va parler de la richesse, on va parler de la liberté financière. Pour moi, la liberté financière, c'est deux choses. C'est de vivre sous ses moyens, puis avoir une richesse communautaire. Puis communautaire, pour moi, c'est pas juste ta communautaire, c'est ta famille, c'est tes amis, mais c'est d'être impliqué au niveau philanthropique, c'est être impliqué. Fait que quand tu es impliqué communautairement, puis quand tu vis sous tes moyens, mais tu es libre financièrement, puis tu es libre, puis selon moi, tu as du succès. Mais quand tu es pauvre culturellement ou communautairement, mais là, finalement, on s'isole, on veut tout faire tout seul, on est méfiant, on fait pas confiance à personne, on veut pas rentrer en affaires parce que là, il va me pourrir, puis Ouais. veux-tu vivre de même le stress, l'anxiété que ça crise? Ouais. Pourquoi tu voudrais vivre dans une ambiance de même? Puis c'est quand tu commences à essayer de changer ton réseau puis changer cette affaire-là que tu vois à quel point que c'est négatif, ça t'amène nulle part, puis c'est lourd. Puis quand tu te mets avec d'autres personnes, puis moi je le vois avec des entrepreneurs, je le vois avec du monde qui sont très croyants, très spiritueux, puis je le vois avec du monde qui font de la philanthropie. C'est moi, je m'en vais là, je vais t'amener avec moi. Let's go. On s'en va ensemble. C'est de tendre la main plutôt que de piler sa tête pour monter. Oui, exactement. Ouais. Ça, c'est culturellement, ça, la richesse vis-à-vis de la pauvreté. Ben, quand j'étais à l'université, je travaillais avec un philosophe qui venait du Burkina Faso, prof de Bagua, en tout cas vraiment un être humain extraordinaire. Puis on avait des discussions par rapport à justement cet aspect-là, de dire il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont très très riches au niveau de l'humain, mais qui sont très pauvres au niveau matériel. Nous autres, c'est complètement l'inverse. On est très riches matériellement, mais des fois, au niveau de l'humain, justement, les connexions, des fois, le partage, la communauté, il y a des choses que j'ai envie de dire,
on est très individuel dans notre société. T'sais, on envoie les jeunes dans un côté dans les garderies, puis on envoie les personnes âgées de l'autre côté dans les CHSLD, puis ces choses-là, puis de l'autre côté, on s'en va dans le milieu pour aller travailler, pour payer ces deux choses-là, au lieu de vivre, je veux dire, en communauté comme beaucoup de cultures. Ouais. Puis tu vois, c'est drôle parce que c'est la classe moyenne. Ouais. Parce que les entrepreneurs, ils vont entreprendre, ils vont faire des réseaux, ils vont avoir une communauté. Ça, c'est souvent du monde qui sont aisés. Le monde qui sont les criminels, le monde qui sont des gangs, puis la personne sous la classe moyenne, ou pauvre, on va dire les vraies choses. Mais eux autres, ils sont pas dans cette catégorie-là. Eux autres, ils sont très communautaires, eux autres s'entraident. Tu vois quelqu'un sans-abri, il n'y a plus rien. Son ami qui est sans-abri vient lui demander une cigarette ou la moitié de sa sandwich, il va lui donner sans rien. Tu demandes à quelqu'un dans la classe moyenne, hey, tu me prêter 100$. Qu'est-ce que tu fais en échange pour moi? C'est ça. Pourquoi je te le donnerais? Mais encore là, c'est fou. Parce que si tu regardes un extrême à l'autre, puis tu regardes la classe moyenne, mais c'est tout le temps la classe moyenne qui gobe tout. Autant financière, autant communautaire, autant mentalité, autant culturelle, c'est toujours la classe moyenne qui gobe tout. Je trouve ça drôle parce que comment qu'un pauvre et un riche peut se rassembler autant au niveau de leur mindset, puis au niveau des aspects culturels puis communautaires, puis que la classe moyenne soit complètement dans le champ. En même temps, la classe moyenne, c'est un concept que j'ai envie de challenger. De dire, c'est quoi la classe moyenne? C'est comme, est-ce que la moyenne existe? Non, tu sais, la classe moyenne, c'est un terme que je pense qu'on a inventé, puis tu sais, c'est par rapport au salaire, mais... C'est un peu calvaudé, oui, c'est ça, souvent, mais tu sais, classe moyenne, mettons que tu me demandes pour moi c'est quoi la classe moyenne, mais c'est monsieur, madame, tout le monde, qui travaille dans la 5, qui reste dans leur zone de confort, qui veut pas nécessairement pousser au-delà pour aller s'améliorer personnellement, professionnellement, au niveau de leur communauté. C'est du monde qui sont pris dans un cadre, dans un moule, puis qui vont rester dans ce moule-là toute leur vie. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des gens de la classe moyenne qui sont riches, puis il y a des gens de la classe moyenne qui sont pauvres? Oui. Oui. Je ne sais pas si tu comprends la question, oui. C'est peut-être subtil parce que j'ai en tête des gens qui font un bon salaire, un classique, le bon salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un bon salaire? Mais concrètement, il y a des gens qui font un bon salaire, mais quand même qui sont un peu dans ce mode-là de dire moi j'ai une petite vie stable, puis je veux pas trop faire de vagues, puis je vais quand même aller chercher une voiture neuve, puis aller un jacuzzi, puis de faire des rénos, puis un voyage dans le sud, puis on se ramasse à la fin de l'année, puis il en reste pas tant que ça, même si je fais un bon salaire. Oui, non, puis tu sais, c'est encore là. Là, on a parlé de la classe moyenne au complet. C'est sûr qu'il y a des salaires qui changent, mais drôlement, dans la classe moyenne, ceux et celles qui sont dans le milieu de la braquette, mettons qu'on disait un chiffre, mettons qu'ils sont dans le milieu, mais c'est souvent eux autres qui sont le plus heureux et le plus libre financièrement. Je rencontre des clients qui font 100 000 par année, comme je rencontre qui en font 50, comme je rencontre qui en fait 70. Mais celle qui fait 70, il vit sur ses moyens. Celle qui fait 50, celle qui fait 100, il vit au-dessus de ses moyens. Mais celle qui est juste dans le milieu, 3 fois sur 4, il vit sur ses moyens, puis il vit très bien. Mais là, tu dis que tu as des clients. Là. On a passé rapidement sur ton introduction. Oui. Veux-tu faire une petite introduction rapide sur qui tu es? Oui. Mais moi, dans le fond, Philippe Goyer, on sait ça. Je suis multi-entrepreneur, fait que j'ai plusieurs différentes entreprises. Mes activités principales, c'est je suis conseiller en sécurité financière. Puis, fait que je fais tout ce qui est investissement puis assurance. Mais mis à part ça, je suis quelqu'un que sur les réseaux sociaux, puis au travail de ma communauté, je suis quelqu'un qui aime parler business, qui aime parler d'entrepreneurial. Je pense que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Exactement. Puis j'aime donner cette information-là puis mes opinions de manière gratuite. Tu sais, il y a bien du monde, tu pourrais être consultant, tu pourrais être coach, ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais ça, je veux donner parce que je trouve que c'est de l'information qui devrait être donnée à l'école, autant financier que côté mindset. Puis ça ne l'est pas. Fait que ça, je mets ça de l'avant. Puis c'est à peu près tout. C'est à peu près ça. Non, mais c'est vrai que la question de l'école, je trouve ça important moi aussi. Puis les gens qui me connaissent le savent que je fais des ateliers dans les écoles depuis, ça fait 12 ans, je pense. Oui. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est tellement important parce que des choses que j'ai appris en travaillant dans le service financier personnellement, que je me dis, il a fallu que je travaille dans le domaine pour comprendre des éléments, somme toute, de base, que je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas ça aux jeunes? Et depuis que je vais faire ces ateliers-là sur l'éducation financière dans les écoles, je réalise que les profs le savent pas. Non. Puis qu'on s'attend à ce que quelqu'un qui ne le sait pas puisse l'enseigner aux jeunes. Puis là, il y a des gens qui vont dire, non, mais c'est pas le rôle de l'école de faire ça, c'est le rôle des parents.
Les parents ne savent pas plus. Comment est-ce qu'on peut comme briser le cycle? Ça, c'est quelque chose que j'ai parlé dans mon premier TED Talk. Malheureusement, puis j'en parle souvent, c'est que malheureusement, la culture française, je parle pas de Québec, je parle de la culture française en général. Québec, France, des pays qui ont été colonisés par les Français de l'Afrique, parler d'argent est tabou. On ne parle pas d'argent. Je te demande ton salaire, tu vas être outré. C'est ça culturellement. Oui, effectivement. Mais un salaire, normalement, c'est l'information publique. Puis tu vas dans le Canada anglophone, tu vas aux États-Unis. Puis entre collègues qui ont un emploi similaire, en théorie, une coupe de 100$ ou une coupe de 1000$ de différence à la fin de l'année. Fait que ça se parle. Fait que comment qu'on s'éduque sans se parler? Pourquoi? Parce que là, on est capable de se baser puis de créer nos propres opinions. Pourquoi? Parce qu'on a plus d'informations. On parle de finances, on parle de ci, on parle de ça. Et en parlant de finances, on s'éduque. Mais on n'en parle pas ici. On n'a pas le droit, c'est tabou. Fait que vu qu'on n'en parle pas, encore là, il va y avoir 3 sphères qui vont parler d'argent. Les entrepreneurs, les philanthropes, le monde qui sont très, très impliqués au niveau de la communauté, puis le monde qui n'a pas beaucoup d'argent. Eux autres vont en parler d'argent. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui ont des très beaux projets, qui ont beaucoup d'ambition, qui ont des belles idées, qui veulent changer le monde, qui veulent avoir un impact, et qui ont tellement de mauvaises relations avec l'argent, qui vont toujours rester dans cette optique-là où l'argent, c'est un frein. L'argent, c'est un obstacle à atteindre leurs objectifs. Parce que ça devient comme la barrière à l'entrée de dire je veux faire quelque chose, mais j'ai pas d'argent, puis il s'arrête là. Puis selon moi, c'est une excuse. Ben, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais je pense que ça vient de cette éducation. Oui. Puis encore là, ça vient de l'éducation. Pourquoi? Parce que, tu sais, je m'en vais dans une classe, puis je demande à tout le monde, on part d'une compagnie, est-ce qu'on a besoin d'argent? 3/4 du monde vont dire oui. Ils vont dire oui. Moi, je vais faire un plan d'affaires pour aller chercher du financement. Tout le monde va dire oui. Moi, chaque entreprise que j'ai faite dans ma vie, je suis parti avec 0. J'ai mis mon temps. J'ai réinvesti les profits pour avancer le projet. Il faut donner le temps, puis j'en parle souvent. C'est quoi l'argent? C'est un échange de temps. Ouais. Fait que mets le temps en place de mettre l'argent. Tu vas avoir les mêmes résultats. Tu n'as pas besoin de mettre. Oui, certaines entreprises, tu as peut-être même besoin de matériel, puis ça, oui, je comprends. Mais tu peux quand même commencer les démarches sans nécessairement injecter plein de cash. Un exemple, c'est souvent un restaurant. Mais j'ai pas le choix d'avoir de l'équipement, j'ai pas le choix d'avoir d'investir, d'acheter ma nourriture, de faire ma production, puis après, je peux vendre. Et c'est là où je suis d'accord avec toi, de dire, ben, il y a d'autres façons. Tu peux vendre, puis après ça, acheter. Et non pas acheter pour vendre après. Mais regarde, meilleur exemple, tu regardes la personne la plus riche. Es-tu le plus riche dans le monde? Je pense qu'il est encore le plus riche. Elon Musk, il a pris la business à un autre niveau. Pourquoi? Parce qu'il a eu le même mindset puis le même thinking qu'un promoteur immobilier. Moi, je vais faire un char. Il a fait un beau char, il a fait un char. Il a dit qui veut ce char-là? Parfait, il va être prêt dans 3 ans. Mettez un dépôt. Il est allé chercher tout l'argent avec tous les contrats. Il est allé à la banque. Il a dit regarde, j'ai 300 000 commandes. Là, je vais implémenter l'argent parce que là, je sais que l'argent il est déjà là. Les chars sont déjà vendus. La demande est là. La demande est là. Il a fait la même chose avec Starlink. 80$, on va voir. Il y a eu tout l'argent partout au monde. Bon, mais parfait, j'envoie des satellites dans l'espace, l'argent est là. Fait qu'il s'est fait financer par ses propres clients. Il n'a pas mis une scène. Oui, il a mis de l'argent, mais tu comprends, tu sais, qu'il n'a pas mis... oui, mais c'est que quand tu as une preuve que tes clients veulent ce que tu as à offrir, après ça, quand tu vas voir l'institution financière, puis que tu dis hey, salut, j'ai déjà 300 000 personnes qui veulent ma voiture, tu veux-tu me prêter pour construire l'usine? Ils vont te le donner. Drôlement plus facile que quand tu dis hey, j'ai une idée, je veux faire un char électrique, tu veux-tu me prêter? Pourquoi je te prêterais? Non, exactement. Puis ça vient à la vente. Puis la vente, mais encore là, on parle souvent de l'entrepreneur, mais la vente, c'est du quotidien. En tant qu'humain, en tant que personne, à chaque jour, on se vend. On vend quoi? On vend la personne qu'on est, nos morales, nos valeurs, notre intégrité. Fait que quand le monde me dit ouais, mais moi, la vente, j'aime pas ça. Quand tu fais une entrevue, quand tu es dans le service à la clientèle, quand tu échanges avec quelqu'un, tu es en train de vendre tes idées, tu es en train de vendre ta personne. Puis c'est là à avoir de l'intégrité, des bonnes morales, des bonnes valeurs. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut toujours mettre de l'avant. Parce que tu vends qui t'es et non qu'est-ce que tu as. Parce que le monde n'achète pas qu'est-ce que tu as. Le monde achète qui t'es. Puis ça peut être pour une relation, un ami, un amoureux, une amoureuse. C'est la même chose. Tu vends qui t'es pour être capable d'engager cette personne à peu importe. C'est que souvent on voit la vente comme étant quelque chose. Je veux dire, on a comme une image du vendeur de voiture. Avec la mallette ou la pression. C'est ça, la pression. C'est comme, tu vois le vendeur arriver, là.
puis là, tu le trouves fatigant. Avant Avant même qu'il ait prononcé un seul mot, t'es déjà tanné qu'il parle. Ouais. C'est ça l'image qu'on a souvent de la vente. Alors que la meilleure vente, j'ai envie de dire, c'est relationnel. Ben, oui, mais c'est de faire ressortir comme tu vis une problématique, puis il y a une solution à ta problématique. C'est de la vente. Ben, oui. Puis trouver des solutions, c'est une vente, c'est une manière de vendre. T'essaies de vendre ta solution, puis... Mais ça m'amène sur le point du pricing, parce qu'on en a parlé à un certain moment ensemble de... Justement, quand t'arrives, tu fais ta vente. Tu veux faire le pricing de ton service. Oui. Comment tu décrirais l'impact psychologique du prix que tu donnes pour la valeur du service que tu as? Mais je te dirais que la formule magique qu'on voit souvent, c'est un pas cher, un extrêmement cher, puis le prix que tu veux le vendre. Ça, c'est la majorité du monde qui vont prendre ça dans le milieu. Exactement. Ça, il y a des études qui ont montré ça. Exactement. C'est pourquoi qu'il y a encore 3 choix partout. Hein? Exact. Par contre, quand tu arrives dans une autre braquette, mais il y a une mentalité que moi, je ne paierais pas 1500$ pour ça. Parce que si je paye 1500$ pour ça, ça ne vaut pas tant. J'aimerais mieux payer 5000$. Fait que des fois, juste en mettant ton prix plus haut, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas chercher une autorité, puis une intégrité, puis une confiance supplémentaire par un site particulier ou une clientèle niche, parce que eux autres, ils voient la valeur ajoutée. Des jeans, même exemple, des jeans à 100$, à 200$, mais ils vont durer plus longtemps. Fait que pour certaines personnes, ils aimeraient mieux payer 200$ pour des jeans qui vont durer plus longtemps que payer des jeans 50 puis acheter 4 paires. Ouais. Parce que pour eux autres, la valeur est j'achète une paire, ils vont durer plus longtemps. Fait qu'ils aimeraient mieux mettre le 200$ là. Fait que tu sais, encore là, il attribue l'argent à la qualité. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai du tout. Ça, on s'entend. Ouais, c'est ça, c'est pas parce que c'est cher que c'est de la qualité. Ça, je pense qu'il faut faire la distinction. Oui. Dire, il y a des fois où c'est cher, puis c'est juste cher pour être cher, mais il y a d'autres fois où il y a une raison pour laquelle c'est cher derrière ça. Puis cette clientèle-là ou cette niche-là, mais souvent, vu qu'ils ont la capacité de payer plus, mais eux autres, quand ils payent plus, ils savent que les résultats vont être plus... Souvent, les résultats vont être plus être là. Dans le sens que, moi, demain matin, toi, tu vends des services, puis je te demande, bon, mais j'aimerais ça que tu me vendes un coaching VIP à la place. Puis je te donne 3 fois qu'est-ce que tes clients d'habitude te donnent. Tu vas te donner plus pour ma business que les autres. Pourquoi? Parce que tu vas me trouver, parce que je suis un client plus important. Ouais. Parce que je te donne plus d'argent. Ben c'est comme on disait l'autre fois, c'est si tu me donnes, par exemple, 450 pour que je t'accompagne, 450 par mois pour que je t'accompagne pour ton projet, versus si tu me donnes 4500 par mois pour t'accompagner dans ton projet, plus tu me donnes d'argent, plus je vais avoir de liberté de penser à toi. Si j'ai besoin d'aller me trouver un autre emploi, ou si j'ai besoin d'aller me trouver d'autres clients, ou si j'ai besoin de faire d'autres choses parce que par exemple, tu me donnes pas assez, ben c'est pas méchant, c'est juste qu'il va falloir que je mette du temps à trouver d'autres sources de revenus. Versus si j'ai envie de dire, t'es ma principale source de revenus, ben je vais avoir toute la liberté mentale de dire ok, ben je peux bloquer une journée au complet puis la dédier à juste brainstormer sur ton projet. Puis que je peux pas faire si j'ai pas assez d'argent. Exactement. Puis, tu sais, c'est encore là. On paye pour qu'est-ce qu'on reçoit. Fait que souvent, le monde, il veut payer pas cher, mais quand tu payes pas cher, tu as des résultats souvent qui sont pas chers. Puis, naturellement, tu sais, c'est plate à dire, mais naturellement, tu sais, on aime tout ça, on traite tous nos clients pareil. C'est vrai, on aime ça, dire ça, puis on essaie de le faire au niveau de l'intégrité, notre vouloir est là. Mais la réalité, c'est pas ça. Ouais. La réalité, c'est que si quelqu'un il donne 80% de mon salaire annuel, je vais peut-être être plus important à incliner à l'appeler et à répondre à ses courriels plus vite que, mettons, à quelqu'un d'autre. C'est plate, c'est malheureux. L'intégrité puis mes valeurs, je veux pas ça, mais la réalité est... L'autre chose aussi que je réalisais, c'est que dans la qualité du service que tu peux offrir. Je reviens avec le même exemple de dire tu me donnes 4500 par mois pour que je t'accompagne dans ton projet. Et ça se peut que je me paye un billet d'avion pour aller dans un colloque, par exemple en France, qui est sur ton sujet. Puis je sais que là-bas, on va rencontrer des gens qui vont être super pertinents. Ça se peut que je le fasse sans jamais t'en parler. C'est-à-dire, moi, je vais payer un billet d'avion, je vais aller là-bas, je vais aller au colloque, je vais aller récolter des cartes d'affaires, je reviens ici. Puis je vais te donner ça, en disant, tiens, j'ai fait ça pour toi. Ce que j'ai pas la liberté de faire si tu me donnes juste 450 par mois. J'aurai jamais le budget nécessaire pour aller faire ça.
Puis les connaissances que tu vas aller chercher là-bas vont faire en fait qu'il y a une valeur ajoutée à le service que tu vas me donner par la suite. Fait qu'encore là, pas tous les entrepreneurs qui vont le faire, mais quand on charge plus cher, mais ça nous permet d'aller développer plus de connaissances, qui permet de, encore là, aller au-delà de l'attente du client, puis d'offrir plus, parce qu'on était capable de prendre le temps d'aller chercher plus. Exact. Puis s'il faut que je fasse, par exemple, du graphisme pour dire, OK, j'ai besoin d'une offre particulière ou d'un roll-up ou quelque chose que je vais utiliser pour cet événement-là, puis ça va me coûter 600$. Clairement, je ne ferais jamais ça avec un budget de 450 par mois. Et si tu me donnes 4500, mais là, je peux dire, regarde, je vais prendre à ma charge, je m'en vais faire un roll-up, je vais payer un graphiste, un autre, ça va me coûter 2000$, puis je vais avoir mon équipement promo, mais à partir de là, je vais te dire, c'est pour ta business que je vais faire ça, à même le budget que tu me donnes. Oui, puis tu te sens redevable, puis pas juste que tu te sens redevable, c'est que tu veux mettre plus d'efforts dedans. Ben oui. Pas juste parce que tu veux me garder comme client, mais c'est parce que Ben, j'ai plus de budget d'opération. Oui, mais tu apprécies aussi la relation client-affaires. Tu apprécies la relation, fait que tu te mets plus dedans. Dans mon premier projet d'entreprise avec le magicien, dans le fond, on a fait à peu près 400 shows en 4 ans, puis on a jonglé beaucoup, on a fait beaucoup de niaiseries à travers tout ça, on a fait plein de tests. Au début, on vendait nos shows à 85$ par show. Okay. Puis là, à un moment donné, on a monté à 185 par show. Okay. On s'est mis à en vendre 2 fois plus. Oui. On a plus que doublé le prix, puis on s'est mis à en vendre plus que 2 fois plus. Oui. J'ai trouvé ça, pour moi, ça a été hallucinant comme expérience de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est plus cher, les gens ont la perception que le show est meilleur. Oui. Le show était pareil, c'était la même chose. Ouais, rien changé. Ça, c'est le fameux, ça c'est psychologique, c'est le fameux, tu as une paire de souliers à 200$, tu fais un slash dedans, tu les mets à 100$. Tout le monde veut ces paires de souliers-là. Tu prends les mêmes souliers, tu les mets à 100$, personne ne les veut. Boxing Day, ils font ça, hein? Montrer le prix la veille pour mettre un 85%. C'est supposé d'être illégal, mais en tout cas, je le vois encore à chaque année. En tout cas. Ouais, c'est clair. Mais, fait que ça, c'est le monde, il attribue, mais là, il y a un rabais. Moi, je serais pas dans les finances, je serais dans les bijoux. Je pense qu'on avait déjà parlé. La marge de profit d'un bijou, quand tu n'as pas de commerce, tu n'as pas de local à payer, c'est épouvantable. C'est drôle, hein, ils ont toujours leur rabais 50%. 70%. Ouais. Chaque bijouterie, ils ont toujours des rabais là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent te montrer que ça vaut ça, mais ils vendent ça aujourd'hui. Ouais. Et les bijoux, on est dans l'industrie du luxe, ça, c'est vraiment une industrie qui est particulière. Mais le luxe, oui puis non. Oui puis non. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que si je regarde, puis ça, c'est quelque chose qui a été... quelqu'un m'a parlé de ça dans la main. Il dit, Phil, toi, parce que moi, j'ai une chaîne en or. Toi, t'aimes ça, ta chaîne en or, mais c'est parce que, tu sais, encore là, culturellement, tu regardes les Indiens, tu regardes les Italiens, tu regardes les Grecs, tu regardes les Européens, tu regardes dans d'autres cultures. Tu vas avoir une croix de baptême en or, tu vas avoir des bijoux qui vont être légués famille en famille. Mais c'est une forme de... Je ne veux pas dire que c'est un actif, mais c'est une forme de richesse dans le sens que moi, j'ai payé X montant pour ma chaîne en or, puis je sais que demain matin, ma chaîne en or vaut tant. C'est un matérialisme qui n'est pas perdu. Ça gèle dans le temps. C'est sûr, si tu achètes des affaires flou en style, toute la kit, on parle pas de la même chose. Mais si tu regardes culturellement, l'art et des bijoux qui sont donnés de génération en génération, c'est une forme d'actif. Ou c'est ce que moi j'appelle un matériel qui ne perd pas sa valeur autant que des souliers, des jeans, d'autres affaires qu'on peut acheter. Est-ce que tu connais les pirates qui avaient une boucle d'oreille en or? Oui. Justement, c'était pour peu importe où est-ce qu'ils vont mourir, oui. il va avoir au moins ça pour payer leur funérailles. Ah, c'est pas pire ça. C'est pas pire. Puis c'est dans la même optique de pourquoi est-ce que je traîne une boucle d'oreille en or ou une dent en or. C'est justement, c'est comme pour financer ces choses-là, parce que ça va me suivre peu importe où je vais aller. Oui, exactement. Puis tu sais, encore là, moi quand je voyage pas avec des bijoux, je les enlève. Mais à chaque fois que je voyage, j'enlève mes bijoux, je me dis, demain matin, là, il m'arrive quelque chose, là, que j'ai plus d'argent. J'ai pas rien à offrir. Ou qu'ici, vu que je porte des bijoux, mais demain matin, j'ai quelque chose à offrir. Et je peux enlever ma chaîne, il y a une valeur. Je peux enlever ma montre, il y a une valeur. En même temps, c'est la raison pour laquelle tu l'enlèves quand tu vas dans d'autres pays que tu n'es pas trop certain. Mais pas pour ça, c'est parce que moi, quand je vais dans d'autres pays, j'aime pas ça avoir l'air du touriste. Moi, j'aime ça avoir l'air d'un local. J'attire le moins d'attention possible, même au point que le monde pense que c'est un local. Mais parfait, c'est ça que je veux. Je veux pas avoir l'air d'un touriste parce que quand on est perçu comme touriste, on est exploité. Puis moi, s'il y a une chose que j'aime pas, c'est me faire exploiter. Je comprends ça. Oui, fait que, tu sais, je comprends le côté business de tourisme et tout, mais c'est pas parce que je suis blanc, que j'ai plein de cash, que je veux dépenser en niaiserie. Puis, tu sais, ça aussi, c'est...
Je trouve ça plate parce que ça l'amène à d'autres problématiques au niveau culturel, au niveau tourisme. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont dans le sud, puis les autres, ça leur dérange pas de flasher, puis ils flashent leur puis c'est le kit, puis dans les hôtels. Moi, j'ai fait mon premier tout inclus avec des amis l'année passée. Avant ça, c'était toujours des condos. Puis eux autres, ils n'ont pas fait des voyages comme moi. Toujours des tout inclus. Puis là, ils voulaient faire un tour en catamaran. C'était 200$ chaque de l'hôtel. J'étais comme, là, on est 6, on est 8. On va payer On va 16, on va s'en acheter un on catamaran. va payer 1600$ américains. Ce 1600$-là va aller à l'hôtel que le propriétaire est américain. Mais il est en Jamaïque. Il y a un bateau là, il y a un père de famille, puis lui, il loue son service pour la journée au complet pour 200$. Pas par personne, pour la journée au complet. Mais mon 200$, il va à l'économie directe. Ouais. On va au dépanneur, on va au magasin, on va chercher de la bière, de l'alcool, à côté, de la bouffe. On encourage directement l'économie locale. Fait que ça nous coûte un tiers, un dixième du prix, puis on encourage directement l'industrie locale. Ou que quand on paye l'hôtel, oui, il crée des jobs, mais c'est des jobs qui sont pas tant payés. Puis c'est des profits qui s'en vont à les Américains, les investisseurs. Pas que j'ai rien contre ça, mais c'est pour ça que moi, quand je voyage, j'aime pas ça me faire paraître, j'aime pas ça paraître comme un touriste parce que j'aime de redonner localement. Ouais. Direct. Ah, effectivement. Ouais. Il y a eu beaucoup ce mouvement-là aussi pendant la COVID d'acheter local. Je ne sais pas si ailleurs dans le monde c'était un peu la même dynamique. Tu sais, je pense qu'il y a eu un peu de protectionnisme aussi qui s'est fait là, tu sais, avec les histoires aux États-Unis des dernières années. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que cette question-là est quand même importante je pense pas que ce soit nécessairement de garder l'argent à l'interne, mais c'est plutôt, je pense que, comme tu dis, d'encourager comment dire, les petits entrepreneurs. Il n'y a pas de petits entrepreneurs, j'aime pas ça, cette expression-là, mais j'ai envie de dire les plus petits projets, les plus petites entreprises. Des fois, on a l'impression que, j'ai envie de dire qu'il y a une grosse différence entre gérer une grosse business et gérer une petite business, mais la réalité, c'est que les deux suent autant. Les deux travaillent autant. Puis je te dirais même, les plus petits, je suis plus. Parce que, tu sais, je donne un exemple, ils ont plus de chapeaux à mettre. Ouais. Ils s'occupent de leur marketing, de leur staff, de leurs ressources humaines, de leurs réseaux sociaux. Ils ont moins de ressources. Ils ont moins de ressources. Fait qu'eux autres, les entrepreneurs, ils ont tous ces chapeaux-là. Oui, à micro-échelle, mais quand tu es rendu plus haut, mais là, c'est le contraire. C'est rendu tu délègues. Toi, tu as un chapeau. Ta job, c'est de déléguer. Tu fais ta job, tu fais ta job, tu fais ta job pour aller chercher ta vision des choses. Dans la croissance, à quel moment est-ce que tu vois qu'il faut déléguer ou est-ce que tout le monde devrait déléguer? Moi, je suis rendu dans cette phase-là. Là, je suis comme. Parce que quelqu'un qui aime pas nécessairement déléguer, mais qui aime le partenariat. J'aime ça partager parce que j'aime ça que la personne se sente impliquée puis qu'il y ait une valeur attribuée, pas juste l'argent. Ils veulent que l'entreprise aille bien, donc il se met à 110% parce que c'est sa famille, c'est sa business aussi. Mais tu sais, souvent on dit un employé coûte l'argent. Ça, c'est une mauvaise mentalité. Il est supposé être rentable. Tu es supposé dire si j'engage quelqu'un, je fais ça de plus. Puis c'est là où je suis. Parce que souvent, le step, c'est de dire bon, mais présentement, je sais qu'avec 2 employés, je serais capable d'en faire 4 fois plus. Mais j'ai besoin d'être solvable pour payer ces 2 employés-là, pour moi, selon moi, pendant 6 mois avant que l'argent rentre. Puis si je n'ai pas le 6 mois de paie pour leur donner, personnellement, je ne les engagerai pas. Je ne prendrai pas ce risque. Puis il y a beaucoup de monde que c'est le contraire. Ils prendraient le risque demain matin. Peut-être que je vais le faire. Peut-être 6 mois, c'est un peu exagéré. Moi, je suis consciemment. Mais, tu sais, je dis ça, puis j'ai déjà parti une business avec 24 employés, puis j'avais pas une scène pour leur payer. J'attendais que les chèques rentrent, les chèques sont rentrés. C'était un stress pas à peu près de savoir qu'il fallait que j'attende l'argent pour payer le monde, puis il fallait que l'argent rentre parce que j'avais 24 personnes à payer. Ouais, quand tu as une coupe de 10 000 en paiement qui s'en vient, là, l'argent s'en vient. Là, c'est juste le temps que les transferts se fassent, mais il y a comme un petit délai où tu fais comme là, il y a comme un gap dans mon budget. Là. Ouais, puis il y a un stress. Fait que tu sais, mais. Fait que c'est ça. Mais c'est cette gap-là, mais c'est dur. C'est dur de déléguer, puis c'est dur d'engager. Puis surtout dans l'économie qu'on vit présentement, c'est dur d'engager, de faire confiance. Parce que le monde, ils font le tour, tu sais, tu vas investir ton temps pour que la personne reste. Il va rester 2 mois, 3 mois, puis il va s'en aller ailleurs. Ouais, ça, c'est un gros challenge de trouver ces gens-là, justement, avec qui on a une bonne connexion, avec qui fit avec les valeurs d'organisation, qui ont les bons skill sets, qui ont la bonne mentalité, qui ont la volonté. Donc, c'est comme une combinaison de plusieurs facteurs. Oui, puis je pense que pour moi, la manière que moi j'essaie de le faire, puis de le mettre de l'avant, puis que je vais le mettre de l'avant une fois que je vais engager réellement, c'est je veux que la personne se sente
je, je veux qu'il y ait un sentiment d'appartenance. Puis quand quelqu'un a un sentiment d'appartenance, il se sent redevable. Puis quand je dis redevable, c'est pas parce que je veux le manipuler puis que je sens qu'il me doit quelque chose. Non, mais il se sent redevable parce qu'il dit, bon, mais hey, je suis fier de travailler ici. Un jour, je vais peut-être montrer comme cadre, je vais peut-être montrer, il va peut-être me laisser plus d'espace, je vais peut-être même être capable de rentrer comme partenaire. Moi, je vais me donner parce que j'y crois. Fait que c'est se sentir redevable à soi puis à l'entreprise, dans le sens que mais je veux monter dans cette entreprise parce que j'y crois. Mais faut que le leader puis la gestion offre ce type d'émotion-là à l'employé. Puis on ne l'a pas, ça, parce qu'on est retourné à la fouette. C'est ça que je trouve plate. On est retourné à la fouette à cause de la COVID, puis à cause des employés qui partent un peu partout. On est retourné à moi, je suis ton boss, fais ci, fais ça, fais ça. T'en as d'autres entreprises qui marchent. J'étais allé chercher une pizza l'autre jour, il y avait deux jeunes qui étaient dans l'auto. Les deux, je pensais que c'était deux livreurs qui étaient dans l'auto. C'était deux propriétaires du Salvatore. Qui Puis faisait la livraison. qui faisaient la livraison parce qu'il y a un employé qui a les malade. Ça, c'est des leaders, c'est pas des boss Ouais. avec des fouettes. Ils n'ont pas le choix, Ouais. mais ça, c'est des leaders. Il y a quelqu'un qui n'est pas rentré, ils sont venus aider leur employé par l'heure du midi. Ouais. La reconnaissance que l'employé avait envers leur boss, en place de voir, mais regarde, débrouille-toi. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai constaté que beaucoup d'entrepreneurs à succès vont être capables de faire. C'est-à-dire, s'il faut passer le balai à la fin de la journée, je vais passer le balai. Ouais. Peu importe c'est quoi mon taux horaire. Ouais. Tu vas passer le balai. Des entrepreneurs à succès que je connais, ils savent comment faire la job avant de le déléguer à quelqu'un d'autre, puis ils sont prêts à le refaire demain matin. Ça me fait penser, je parle de balai, c'est parce que j'ai vu il y a quelques semaines, j'étais dans le trafic, puis il y avait une commerçante sur une rue d'une artère principale qui sort rapidement de son commerce, qui fait juste passer des coups de balai, tu sais, sur les petits jardins là, avec les plantes en avant. Il y avait des copeaux de bois qui étaient comme éparpillés un peu partout. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais là, elle faisait juste passer un petit coup de balai, puis tu le voyais dans son coup de balai qui était drôlement efficace, drôlement comme calculé. Il n'y avait pas de perte d'efficacité, il n'y avait pas de perte de mouvement. Puis tu voyais que ça, j'en dire, juste par son coup de balai, je pouvais te dire que c'était la propriétaire. OK. Parce qu'un employé aurait probablement, je veux pas dire botché, tourné les coins, mais il aurait été moins motivé, moins fier de le faire. Mais il y avait une espèce d'assurance dans son coup de balai. Confiance, oui. C'est d'une banalité, mais il y a des petits signes comme ça, moi, je trouve, qui ne mentent pas. De voir la précision. C'est pas nécessairement l'acte comme tel, mais c'est l'intention derrière ça. C'est que là, c'était un peu éparpillé, puis juste le fait qu'elle passe avec le balai, ça devenait comme tout à coup clean. C'était propre, c'était accueillant. Puis des fois, c'est des petites choses comme ça qui font qu'on a envie de rentrer dans un commerce versus on est passé en face souvent, puis on n'a jamais osé rentrer. Puis ça est arrivé plusieurs fois avec des amis, de dire « Hey, ce commerce-là, je me suis toujours demandé c'était quoi. Ils disaient « Moi aussi, je me suis toujours demandé c'était quoi, puis j'ai jamais osé rentrer. » Moi non plus, j'ai jamais osé rentrer. Pourquoi? Pourquoi? Le gars qui fait le balai, t'as incité de rentrer. Oui. Puis des fois, c'est subtil. Il y a des commerces, des fois, j'ai envie de dire, qui dégagent. Mais en fait, toutes les entreprises dégagent une certaine émotion, dégagent quelque chose. Mais je trouve ça des fois difficile de mettre le doigt sur mais pourquoi est-ce que là, j'ai envie de rentrer? Puis pourquoi est-ce que là, j'ai pas envie de rentrer? Ah, ça peut être plein de choses, mais je comprends ton point. Ça peut être la couleur, ça peut être le marketing, ça peut être l'emplacement, ton feeling, l'émotion que tu reçois de ça. Mais effectivement, le coup de balai, il était fier. C'était son magasin. Oui, exact. Ça se dégageait, ça se voyait. Fait que t'as plus de curiosité de rentrer. Puis encore là, ça revient à la vente humaine. Puis la vente humaine, c'est l'intégrité. Ouais. Ta posture. Moi, souvent, je dis, j'ai pas la même posture quand j'ai pas un veston. C'est très simple. Souvent, je vais mettre un veston. Pourquoi j'ai pas la même posture? Ben, il y a l'idée aussi des fois j'ai comme le mot artefact en tête, des objets que quand ou de la musique, là, bref, mais tu sais, des déclencheurs qui te placent dans un certain état d'esprit. Donc des fois, ça peut être juste le fait de quand je mets mon veston, voici le rôle que j'occupe. Mais n'importe quel job à uniforme, la posture va être différente. Ouais. Pourquoi? Parce que tu mets un uniforme. Puis l'uniforme sert à quelque chose. Une chose uniquement, la job. Te mettre en un état d'esprit pour faire l'école. Tu sais, il y a beaucoup de monde, j'ai eu la discussion avec des parents l'autre jour, l'uniforme à l'école, tu pour ou contre? Moi, personnellement, je suis pour. Pourquoi? Parce que t'enlèves pas l'individualisme de la personne, au contraire, tu axes la personnalité non sur la manière qu'il est habillé, mais sur qu'est-ce qu'il dégage, puis qu'est-ce qu'il est capable d'offrir au niveau des morales, des valeurs, puis... C'est un égalisateur. Un égalisateur. Puis, mais c'est... Tu vois, à l'école, la vie comme ça, c'est de la discipline. Puis la discipline, j'arrête pas d'en parler. La motivation, on va faire ça. Quand tu es quelqu'un de rigoureux, discipliné dans la vie, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir le succès. Il n'y a absolument rien.
Si tu mets les efforts puis tu mets les actions à tous les jours, motivé ou pas, c'est une question de temps et pas si ça va arriver. Ben, t'as-tu déjà vu, je sais pas, je suis curieux, je brainstorm à voix haute, Ouais. est-ce que tu as vu des entrepreneurs à succès sur le long terme Ouais. qui n'avaient pas de discipline? Oui, oui. Tu sais, parce que ça dépend. Tu sais, moi, dans ma tête, ma vision d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est discipliné, quelqu'un qui prend soin, qui prend soin de lui-même physiquement, quelqu'un qui prend soin de sa tête, quelqu'un, tu sais, moi, dans ma tête, tous les entrepreneurs à succès, ils s'entraînent 5 jours semaine. Ils lisent des livres, ils font ci, ils font ça. Il y en a plein qui ne le font pas. Mais moi, dans ma tête, c'est ça un entrepreneur à succès, c'est ça quelqu'un de... Pourquoi? Parce que tu peux pas arriver à avoir une tranquillité d'esprit puis avoir un équilibre si tu ne t'entraînes pas. Tu vis dans un stress, dans le tapis à tous les jours avec ton entreprise, puis tu n'as aucune sortie. Le sport, c'est une bonne sortie. Pas l'alcool, pas de la drogue, pas plein de vices qui sont négatifs. Le sport. Pourquoi? Parce que c'est une sortie du stress qui est bon pour ton corps. Fait que, oui, j'en vois des entrepreneurs qui mangent mal, tu sais, qui ont du succès, qui sont pas disciplinés, qui sont pas organisés, puis qui prennent pas soin de leur santé. Mais à quelque part, je pense pas qu'ils sont heureux. Tu sais, je peux me tromper, je peux être en jugement Ouais. aussi. Mais je pense que je vois beaucoup plus d'entrepreneurs qui sont organisés, qui sont disciplinés, puis qui ont de la réussite que les autres qui ne l'ont pas. Puis, je pense que le domaine ou l'activité a un gros impact. Tu veux dire le domaine dans lequel Oui. on œuvre? Oui. Tu sais, les restaurants, la construction, c'est deux domaines que j'apprécie, que j'adore. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans ces métiers-là. J'ai travaillé dans ces Un métiers-là. restaurant, il me J'ai semble que les gens sont. beaucoup de respect pour ces gens-là. Par contre, c'est pas des milieux de vie que j'aime. Ben, c'est Autant ça, en tant qu'employé, en tant que propriétaire, ce n'est pas des milieux que j'aimerais fréquenter ou que j'aimerais avoir à cause de... Il y a quelque chose de Ouais. malsain des fois Ouais. dans ces environnements-là. Ouais. Ouais. Tu sais, si tu regardes tu regardes les statistiques d'alcool puis de cigarettes dans ces deux domaines-là, sont très hauts comparés à d'autres. Tu regardes une job de bureau, puis d'autres jobs au niveau sportif, mais ils vont être plus hauts. Oui, une job est manuelle, une job est moins manuelle, mais si tu regardes la santé, mais tu sais, c'est pas mieux, c'est différent. Mais... Ouais, parce que c'est ça, il peut y avoir le contre-argument de Oui. dire oui, mais tu sais, je travaille physiquement toute la Oui, journée, je oui. veux pas aller m'entraîner le Oui, soir. oui, exactement. Mais fait que ça veut Ouais. dépendre. Mais tu sais, ça m'amène sur un sujet que j'ai abordé dernièrement. Tu sais, souvent, moi j'ai travaillé fort cette semaine, fait que je le mérite. Je le mérite. Moi, je l'adore. Le vendredi soir, on va scraper tous les bonus qu'on a eu dans la semaine. Ouais, puis tu vas scraper ta santé aussi. Ouais. Tu sais, souvent, c'est vendredi soir, on va sortir, on va boire, on va s'amuser. OK, fait que tu as ta semaine dans le corps, puis en place de donner quelque chose à ton corps qui va venir le régénérer, mais là, tu vas scraper ton corps. Ouais. Pas juste au niveau du sommeil, mais au niveau de qu'est-ce que tu vas mettre dedans. Je parle pas juste d'alcool, je parle pas juste de drogue. Au niveau de la nourriture, l'alimentation, tu vas aller scraper ta semaine. En place, tu vas dire, tu vois, moi j'ai fait une grosse semaine. À ce soir-là, je mérite un bon repas santé. Non, ça c'est. Non, mais non, je fais pas ça. Mais ça me fait penser, tu sais, quand j'étais jeune, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, puis on organisait toutes les années un LAN de 24 heures où on se rassemblait, toute notre gang. On était une gang, on avait un clan, là, qui on était un peu partout au Québec, puis on se rassemblait à la même place une fois par année. Puis à toutes les années, on faisait le classique, tu sais, on est des jeunes ados. Là. On s'entend, là, je fais ça peut-être de quoi, de 14 à 17 ans, mettons, 4 ou 5 années de suite. Puis au début, on y allait avec des chips, de la liqueur, des jujubes, des barres de chocolat. OK. Classique. Ouais. Classique. On finissait, on avait un mal de cœur assuré. Là. C'était sûr. Parce que puis, tu gaffes toute la nuit de mauvaise nourriture, tu dors pas pendant 24 heures, puis c'est comme, tu finissais avec un mal de cœur 100%. Il y a une année où on a fait, en fait, c'est probablement la dernière année, en fait, parce qu'on l'a fait juste une fois, puis je sais qu'on l'aurait refait. Il y a une année où on a pris du thé, des carottes, des fraises. C'est la plus belle nuit blanche que j'ai faite de ma vie. Ah ouais? On était top shape. Ah oui, c'est sûr. Pas de crash de sucre. Le sucre des fraises, c'est parfait. Ouais. Les carottes, c'était super sain. Le thé, breuvage santé. Ouais. Fait que, je te dirais, à ce moment-là, j'ai catché l'importance sur mon corps de dire, OK, si je veux performer, par exemple, pendant 24 heures sans dormir, la différence entre manger de la scrap versus comme manger de la bonne nourriture. Puis soit aujourd'hui, à refaire la même chose, j'intégrerais de dire faire des push-ups ou des faire un peu d'exercice à travers cette séquence-là pour dire, OK, ça va être un 24 heures sans dormir, mais
un beau 24 heures et non pas un 24 heures où tu sors de là, tu c'est mal au ventre. Ah non, exact. Puis tu parles de thé. Moi, il faudrait que je slack un peu sur le café. Moi, le café, c'est. J'en prends beaucoup. J'en prends beaucoup. Parce que, encore là, je ne suis pas encore discipliné au niveau de mon alimentation. Je m'entraîne pour un triathlon. Je devrais être plus rigoureux. Je m'entraîne pour un triathlon. Pas juste au niveau physique, pour le physique, pour faire la course, mais vraiment au niveau de la discipline. Parce que souvent, mais j'ai une grosse journée, j'oublie de manger. Ouais. Mais quand je me force à aller m'entraîner, puis avant ça, mais j'ai pas le choix de manger. Manger ton corps et te le dit. C'est ça, tu sais, je peux pas juste faire, hey, regarde, j'ai pas le temps de dîner, je vais prendre un café, je vais couper mon appétit, Ouais. je vais avoir une boost de caféine jusqu'à 3 heures. À 3 heures, j'ai un autre rendez-vous qui arrive, hey, j'ai pas dîné encore. Ouais. Tu sais, fait que. Puis ça, c'est quelque chose aussi, c'est que quand tu es rendu à un certain point, mais tu regardes les entrepreneurs, ils ont des temps dans leur horaire pour manger. Ils mettent clairement 30 minutes dîner, 30 minutes course. Ils mettent leur entraînement. Ouais. Puis ils dérogent pas. Moi, j'irais plus loin que ça. Ils vont mettre aussi la rencontre avec leur conjoint ou leur conjointe pour faire la mise à niveau sur leur couple dans l'agenda. Oui. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas pourquoi les gens font pas ça. Mais c'est parce que je pense qu'avant, ça se faisait de manière naturellement. Puis à cette heure, vu que le rat race puis le 9 à 5 va de plus en plus vite, mais le monde ils n'ont pas le temps. Mais je pense que c'est Jordan Peterson. Moi, entre autres, il en avait parlé. Ouais. Tu sais, tu as besoin de 45 minutes de communication. À part la job puis la vie quotidienne avec ton conjoint ou ta conjointe à chaque semaine. Puis quand tu y penses, 45 minutes, c'est pas long. Là. Non. C'est pas long, là. Mais quand on pense que la majorité des couples ont même pas ça à une semaine, parce qu'ils rentrent, c'est le cadre de porte, c'est les enfants, c'est parler de la job, c'est parler de l'épicerie, les choses qu'on a besoin de faire. On peut pas avoir 45 minutes de tu sais, juste. Puis dans les couples neufs, on ne voit pas ça. C'est quand on rentre dans une zone de confort. C'est toujours dans passer le 2 à 5 ans, c'est là où la routine s'installe. Puis c'est pour ça qu'il faut tout le temps. Moi, je ne crois pas qu'un humain est fait pour rester dans une zone de confort. C'est pour ça qu'à chaque année, je me lance des défis personnels, professionnels. Je suis toujours au pied du mur. Puis si je regarde des entrepreneurs à succès, ils sont toujours au pied du mur. Tu sais, d'ailleurs, quelque chose que j'ai fait dernièrement, j'ai jamais fait de conférence d'1 heure. Jamais. C'est quelque chose que je veux faire. Mais j'en ai mis un à vendre. Puis j'ai dit 60 jours des conditions. Puis il y a quelqu'un qui l'a acheté. Fait que là, j'ai pas le choix de livrer la marchandise, je vais le faire. Ça, c'est une stratégie que j'ai faite souvent dans ma vie aussi. Oui. Il y a une fois où justement c'était un atelier dans un événement, le salon et de l'invention technologique, quelque chose comme ça. J'avais bâti un atelier de créativité. Puis là, j'essayais de le plugger un peu partout. Puis là, justement, c'est ça, j'envoie ça à l'équipe qui organise. Puis ils me rappellent en disant parfait, t'as la salle de telle date, telle heure à telle heure. Je dis, wow! OK! Faut que je le fasse pour vrai, là! Mais, là, c'est quoi le pire qui va arriver? Ah, écoute, je l'ai fait, ça s'est bien passé. J'ai aimé ça, c'est une belle expérience. Tu vas être ton pire ami là-dedans. Tu vas créer du stress, tout ça. Il y a personne dans la scène qui sait que c'est ta première. Puis, il y a personne qui ferait qu'est-ce que tu ferais. C'est dur de parler en avant, c'est dur de faire des ateliers. Il y a personne qui va te juger. Mais c'est un bon truc que j'encourage souvent les clients que j'accompagne justement dans cette logique-là, de dire de se forcer, de se commettre à faire quelque chose. Puis souvent, c'est qu'on... Le réflexe des gens, c'est quand on a un engagement envers nous-mêmes, c'est facile de ne pas le respecter. Oui. Mais envers quelqu'un d'autre? C'est ça. Si je dis live en ce moment que je m'engage à faire ça, puis que c'est filmé, puis que là, c'est diffusé sur Internet, si je le fais pas, il y a cette petite voix à l'intérieur de moi qui va travailler en disant « Oui, mais t'as dit au monde que t'allais le faire. Si je le fais pas, j'ai l'air de quoi? » Tu sais, une des choses aussi dans les façons de changer ses habitudes, c'est si tu dis à tout le monde autour de toi que tu arrêtes de fumer ou que tu arrêtes de boire ou que. Puis que là, à un moment donné, tu te prends une bière, là, les gens te regardent. Tu nous as dit que tu arrêtais, là. Oui. Là, il y a la dissonance cognitive qui embarque. Là, comme, tu veux comme, je veux dire, respecter tes engagements. Oui. Fait que ça, j'encourage beaucoup les gens à faire exprès pour faire ça. Oui, il faut. Puis c'est comme tu dis, c'est de t'engager à dire, OK, je vends une conférence, puis une fois qu'elle est vendue, là, t'es engagé. Puis là, il faut que je la fasse. Là, t'as pas le choix, là. Exactement. Puis pas pour changer le sujet, mais tu sais, t'as parlé d'alcool, puis tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai fait en avant. Moi, ça fait peut-être 96 jours que j'ai pas bu. Je me suis dit, moi, je dois arrêter pour le triathlon et tout. Puis je vais voir les bénéfices parce que je pense que c'est un trend qui commence à revenir. Il y a beaucoup d'acteurs
commencent à le ressortir de leur sobriety. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, je pense que la COVID a vraiment propulsé ça, mais c'est fou à quel point que l'alcool est socialement accepté. Non. C'est socialement encouragé. Oui, encore mieux, encore mieux. Tu sais, moi, la raison j'ai décidé de prendre une pause, c'est parce que là, j'allais des 5 à 7, puis j'avais pas le goût de boire, mais je buvais juste pour accompagner. On te le met dans les mains. Puis juste pour accompagner, parce que sinon... Puis qu'est-ce que j'ai rencontré aussi, c'est que quand tu bois pas, puis tu as du monde autour de toi qui boit, ça leur dérange pas que tu bois pas. Ça leur dérange qu'eux autres sont en train de leur mettre à un point vulnérable, puis toi, tu l'es pas. Tu leur mets dans pleine face. Ouais. Fait que là, ça leur dérange. Fait qu'ils veulent que tu sois sur le même piédestal qu'eux autres, fait qu'ils t'encouragent à boire. Pas parce que ça leur dérange que tu bois pas. Ça leur dérange qu'eux, ils boivent, puis dans 2-3 verres, ils vont être plus vulnérables, puis toi, tu vas être clear. Ouais. Clear-minded. Puis moi, j'ai dit, bon, mais je vais le tester. Tu sais, moi, je suis toujours prêt pour des défis, bon, mais je vais le faire. Puis je sais pas combien de temps je vais le faire. On verra en temps et lieu. Mais depuis que je le fais, j'ai plus d'énergie, je suis plus motivé. Quand je vais à des soirées de même, mais je suis plus aiguillé. Le monde est à 2-3 verres, là, ils sont beaucoup plus ouverts à me parler, puis à me parler de certaines affaires. Moi, je suis sharp, là. Moi, j'écoute. Ah ouais, ok, parfait. Là, ah ouais, tu me dis ça la dernière fois. Ah, je t'ai dit ça. Ben oui, tu me dis ça. Tu sais, j'ai travaillé dans les événements en sécurité longtemps dans ma vie, puis j'ai payé mes études avec ça. Puis j'ai jamais aimé le goût de l'alcool, puis je suis souvent malade avant d'être sous. Fait que je veux dire, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à boire. J'ai pas bu réellement là, zéro pendant peut-être 3 ou 4 ans. Puis ça doit faire, tu sais, je sais pas, peut-être dans les 10 dernières années, j'ai dû boire peut-être une quinzaine de fois, là, pour te donner une idée. Puis c'est drôle à quel point les gens, souvent, ont cette espèce de comment dire, tu sais, ils veulent savoir pourquoi je bois pas. Tu dois être alcoolique. C'est ça, des problèmes d'alcool. J'ai dû avoir des problèmes. Non. Puis, ou des fois, puis il y a toutes sortes de raisons, mais les gens comme s'imaginent des scénarios de pourquoi tu bois pas. Non, c'est juste, j'aime pas ça, puis j'ai pas de plaisir. Fait que je le fais pas, tu sais. Mais on est tellement dans une société où justement, il y a des mariages, par exemple, où j'ai été, où t'arrives, puis la première chose qu'on fait, c'est de te mettre un verre dans les mains. Champagne. Puis t'as pas le choix, là, tu peux pas comme refuser, là. C'est comme on te le met dans les mains. Fait que le fait, là, tu sais, ah non, je bois pas, puis là, les gens se sentent mal. Parce que là, c'est comme, ils voulaient pas te forcer à ça. Un emploi, à un moment donné, j'ai gagné une carte cadeau. Fait que là, ils faisaient tirer une carte cadeau à travers les employés, mais c'est une carte cadeau de 25$ à SAQ. Et si t'avais vu le malaise dans la salle, là, quand ils ont vu que c'est moi qui avais gagné, là, ils tirent le nom. Ah non, André, il boit pas. Qu'est-ce qu'on lui donne? C'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Donne-les pareil. Mais oui, ça me dérange pas, là, tu sais. C'est comme, mais il y a un malaise qui s'installe. C'est socialement encouragé, puis au point que quand je pose le monde, c'est pour ça aussi, quand je pose la question au monde, tu sais, es-tu capable d'arrêter de manger du sucre pendant 30 jours? Beaucoup de monde ne sont pas capables. Es-tu capable de ne pas boire de l'alcool pendant 30 jours? Ben oui, je suis capable, parfait. Fais-les. Mais ça me tente pas. Bon, es-tu capable de ne pas manger de pâté chinois pendant 30 jours? Ouais. Es-tu capable de ne pas manger de McDo pendant 30 jours? Ouais. Bon, mais pourquoi que sur certaines choses, on n'est pas capable? C'est parce qu'il y a une dépendance. Puis la dépendance, pour moi, peu importe c'est quoi, je n'aime pas me sentir vulnérable à quelque chose. Fait que si je suis pas capable de dire que je suis capable de faire 30 jours sans, c'est parce que je suis vulnérable envers cette chose-là. Pas pour dire que je suis susceptible à de la drogue, puis de l'alcool, puis du sucre, non. Mais c'est dire que je veux avoir une discipline, puis une contrôle sur moi-même, de dire ça, j'en veux pas pendant 60 jours, je suis capable de le faire. Non, mais c'est vrai que quand tu réalises que tu ne peux pas t'en passer, c'est un indice. C'est un indice qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas ou qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire différemment. Puis comme tu dis, juste le fait de se placer dans la position inconfortable, je veux dire, après ça, si tu veux en reprendre, comme tu peux. Et juste de se donner à soi-même le challenge, de dire, OK, je vais faire ça. Ça, je l'ai fait beaucoup dans ma vie pour des petites choses, en dire, des traits de caractère que je voulais travailler. Par exemple, j'étais très timide, plus jeune, puis à mes 18 ans, je me donnais comme challenge d'aller dans le Vieux-Québec. Puis mon activité, c'est-à-dire que la seconde que je sors de ma voiture, je faisais un grand tour du Vieux-Québec, puis je revenais à ma voiture. La seconde que je sors de ma voiture, jusqu'à temps que je revienne, mon seul et unique objectif, c'était de parler à tout le monde que je croisais. Tout le monde. Wow. Systématiquement. Wow. Puis, tu sais, dans la catégorie, t'as l'air niaiseux bien souvent, tu te fais rejeter, puis, tu sais, c'est comme, t'es qui, c'est comme, pourquoi tu me parles, puis j'en ai vécu des situations là, vraiment awkward.
Mais ça m'a forgé à dire, mais attends un petit peu, il est comme, qu'est-ce qui peut arriver de pire? La personne, elle va dire, tu me déranges, arrête de me parler. Ouais. Puis tu t'en vas. Ouais. Mais juste cet exercice-là, pour moi, c'était un challenge de sortir de ma zone de confort. Puis tu vois, depuis ce temps-là, j'ai réalisé que, hey, attends un petit peu, je suis sociable. Ou quand j'avais trouvé un meuble sur le bord de la rue, je disais, hey, je veux cette commode-là. Puis là, j'étais à 1 kilomètre de chez moi. Puis là, je me dis, je suis capable de l'amener chez moi tout seul. Tu sais, 1 kilomètre, c'est commode, tu sais. Là, je dis, attends un petit peu. Mettons que je la prends. Ouf! Là, j'ai fait comme 2 pouces à peu près. Là. Je dis, bon, il était minuit et demi le soir, en plein milieu de la nuit, tu sais. Fait que là, je regarde ça, je dis, 1 kilomètre à coup de 2 pouces. 5 heures du matin. Ben écoute, je l'ai fait, ça m'a pris 1h30. OK. Mais là, arrivé dans mon bloc, c'est de dire, oh, Je je suis au 2e étage. Fait que là, tu te dis, tu veux pas faire bading-badang à 2h du matin dans le corridor à trimballer un meuble, là, tu sais. Tu vas cogner sur une porte à 2h du matin, je Ben non, tu veux pas faire ça. Fait que là, tu sais, enlève les tiroirs, pis là, tu sais, une marche à la fois. Monte d'une marche. Monte d'une marche. Je me suis rendu. Et c'est des petits moments comme ça dans ma vie, je trouve. Puis là, tu sais, j'ai plein d'exemples comme ça où je me suis challengé, mais des petits moments comme ça pour moi qui me disent, hey, sais-tu quoi? Je suis capable. On est tous capables. Il y a un meuble là, je vais l'amener chez nous. On va le faire. Ça, c'est un argument que j'ai souvent parce que moi je suis quelqu'un que j'ai grandi dans un environnement où que tout est possible. Ces mots-là m'ont été indoctrinés là, dans la naissance. Tout est possible si tu mets l'effort. Puis quand j'ai cette discussion-là, mais non, Phil, tu sais, demain matin, tu peux pas être astronaute. Demain matin, non, mais dans 10 ans, oui. Si je veux, oui. Ouais, mais t'es pas bon académiquement. Peut-être que je suis pas bon académiquement. Là, je parle de ça, tu sais, mais des sciences, la biologie, je sais pas. Mais si je veux vraiment faire quelque chose, je vais le faire. Puis le meilleur exemple que j'ai, tu sais, souvent je parle de l'entraînement. Au lieu de gym, ouais, mais si j'ai des problèmes, si. OK. Je peux-tu te montrer genre 15 vidéos de quelqu'un qui a pas de jambes, qui a pas de bras, puis qui va au gym? Qui fait de la natation, puis qui joue au basket. Dis-moi pas que c'est pas possible. Ah oui. Il le fait, il a pas de jambes, il va au gym à tous les jours. Pas de jambes, pas de bras, mais il fait tout ça. Tu sais, lui il veut, il peut. Quand tu veux, tu peux. Vouloir, c'est pouvoir. Fait que, tu sais, ça c'est tellement. Non, mais c'est pas possible. Puis, je reviens toujours à la base. Quand tu as l'amour et la passion envers quelque chose, puis quand tu es prêt à mettre le temps, c'est juste une question de temps avant que tu le réalises. C'est ça. Puis, j'ai fait un concours dernièrement. Puis, quand je suis sorti du concours, j'avais gagné. J'ai fait une petite conférence, 10 minutes pour parler des choses. Puis, la première affaire, j'ai dit, tu sais, peu importe les résultats, quand tu te donnes à 110%, tu sors gagnant. Oui, ben ça rejoint beaucoup de philosophie, cet aspect-là, de le bonheur n'est pas dans la destination, mais dans le processus. Oui. Puis ça s'explique au niveau biologique aussi. Parce que dans le tu sais, on a vu beaucoup d'athlètes qui gagnent aux Olympiques, des professionnels qui vendent leur entreprise ou des artistes qui font un gros show. Le lendemain, qu'est-ce qui arrive? Dépression. Oui. Puis souvent, c'est parce qu'on a rattaché le résultat comme étant la finalité. C'est-à-dire, comme je vais atteindre ce résultat-là. Puis là, tu atteins le résultat, puis qu'est-ce qui arrive biologiquement? C'est que tu as un gros spike de dopamine. Oui. Qu'est-ce qui arrive quand tu as un gros spike de dopamine? Ben après ça, tu as une grosse drop. Oui. Les gens qui attachent une importance au processus plutôt qu'au résultat, c'est que tu as un release de dopamine à chaque étape. Oui. À chaque étape, tu sécrètes un petit peu de dopamine, puis à chaque étape, tu sécrètes un petit peu de dopamine, puis tu n'as jamais de gros crash. Oui. Ce qui fait que tu apprécies le processus et non pas la finalité. Mais c'est un couteau deux tranchants parce que moi, je suis quelqu'un qui apprécie plus le processus que les résultats, mais qui fait en fait que quand je gagne, ou quand il arrive au résultat, c'est banal. Tout le monde est fier autour du monde, tout le monde est comme ah! Puis pour moi, c'est comme. Puis il y a une culpabilité derrière ça parce que là, je suis comme ah, mais je devrais être plus heureux que ça. Pourquoi je suis pas plus heureux que ça? Hey, j'ai gagné le concours, j'ai fait ci. Puis là, je downsize. Tu sais, quand j'ai gagné le concours la dernière fois, là, mon seul et unique message, c'est que les équipes, le monde qui était en compétition avec moi, j'ai dit, vous autres, vous partez d'ici avec plus de fierté parce que vous savez que vous avez mis votre 110% tout au long. Puis moi, je suis là, j'ai gagné, mais on dirait que je suis comme déçu parce qu'il y a plein de choses que j'ai vues que j'aurais pu faire différentes et j'ai pas donné mon 110%. Ouais. Tu sais? Puis c'est pour ça que j'étais toujours. C'est à la fin de la journée que tu gagnes ou tu gagnes pas, les résultats,
ils sont pas là, c'est de savoir que tu as donné ton 110% tout au long du processus. Personnellement, j'ai beaucoup de travail à faire parce que peu importe ce que je vais faire comme effort, je vais jamais penser que je donne mon 110%. Puis, il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, Phil, tu donnes 110%, ben qu'est-ce que tu fais dans ta situation? Puis ta situation, c'est que tu es multi-entrepreneur, père de famille, une semaine sur deux. Fait que ton 110%, c'est juste normal qu'il soit pas 110% précis sur une chose. De toute façon, ce ne sera pas 110% tous les jours. Non, j'aimerais ça. Non, mais des fois, c'est d'accepter qu'il y a Oui. des journées où ça va moins bien. Oui. Tu sais, puis Alex Hormozy prenait cet exemple-là récemment, puis je trouvais ça super intéressant comme réflexion, de dire si on prend le top 10% de tes journées dans une année, puis le bottom 10% de tes journées dans une année, l'air de rien, c'est 36 jours, ça. Oui. Ça veut dire que les 36 meilleurs jours dans ton année, si tu prends ça, puis tu dis, un peu comme quand on parle à la bourse, là, on prend les meilleurs jours et les pires jours, c'est comme c'est les meilleurs jours, c'est les 10 meilleurs jours qui font comme l'ensemble de l'œuvre. Puis c'est un peu la même chose dans notre vie aussi. Mais c'est d'accepter que le 10% en bas, c'est 36 jours. Oui. L'air de rien, là, c'est 3 fois par mois. Ça veut dire que c'est comme plus qu'une fois. Ben, c'est une fois par semaine, niche. Oui. Ça veut dire qu'une fois par semaine, tu as une journée où c'est normal. Oui. Que ça, mais on est tellement dans une culture de productivité, puis de... En fait, c'est même pas de la productivité. Ce que je réalisais, c'est qu'on est dans une culture où on doit être occupé. Oui. Même si on n'est pas productif. Un peu le présentéisme, surtout pour l'entrepreneur, c'est facile de faire du présentéisme dans sa propre entreprise. Oui. C'est-à-dire, il faut que les dossiers avancent, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Puis là, t'es comme, non, attends un petit peu, ce que tu as besoin, là, c'est de prendre une journée off, d'aller dans le bois, puis de rien faire pendant cette journée-là, de juste méditer. Puis quand tu vas revenir demain, là, tac, 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 tu vas régler les dossiers un derrière de l'autre. Mais si tu essayes de t'acharner sur, alors que tu n'as pas d'énergie, ça ne donnera rien. Mais pourtant, on va s'acharner, ben, ça revient un peu à ton vendredi soir de tantôt, on s'acharne, puis on n'a pas le résultat, mais on n'a pas récupéré notre énergie non plus pour le lendemain. Oui. Fait que ces moments-là où je me dis, ben, tu vois, c'est réaliste de dire presque une fois par semaine, ou une fois aux 2 semaines, une journée où ça ira pas, tu sais. C'est normal. Oui, c'est vrai. C'est de l'accepter. Ça fait partie du processus. Oui, puis tu sais, le meilleur exemple que je peux donner, c'est, tu sais, mettons, dans l'entraînement, tu as besoin d'une journée de repos. Ces journées de repos, ça permet la croissance puis la rétablissation de tes muscles. C'est le même principe dans une entreprise, dans ta vie de quotidien. C'est de dire, bon, mais tu as besoin de repos. Puis, tu sais, moi, souvent, je dis, bon, mais moi, je m'en vais au Mexique pour une semaine, je vais changer d'air. Je m'en vais pas en vacances, je vais changer d'air. Pourquoi? Parce que ça, c'est là, j'ai une entreprise. Fait que le courriel, il rentre pareil. C'est une semi-pause. Pourquoi? Parce que je suis dans le sud, je suis à la plage, mais je vais quand même travailler, je vais quand même être branché. Mais d'aller dans le bois où que j'ai pas de réseau, c'est complètement différent. Je recharge complètement parce que j'ai pas le choix de pas penser à la job. J'ai pas de réseau. J'ai pas de connectivité. Même si je voudrais... Mais c'est le même principe, comme on disait tantôt, c'est de forcer la situation. Oui. Si tu vas dans une situation où tu n'as pas de réseau, tu ne peux pas prendre tes courriels, même si tu veux. Donc, des fois, c'est une façon pour moi, je trouve, de se commettre à ce genre de choses-là. Il y a des gens qui vont, par exemple, utiliser des applications qui bloquent leur téléphone ou ils vont le mettre dans une boîte ou il y a des contrôles comme ça que je le vois un peu comme un contrôle externe. Puis c'est une façon d'y arriver. Je pense pas qu'il faut se sentir mal de dire je suis obligé d'utiliser, mettons, cet outil-là ou cette application-là pour ma productivité. Mais je pense qu'après ça, c'est d'essayer d'intérioriser puis d'essayer de le faire, d'être capable de le faire sans cet outil-là qui est nécessaire ou sans avoir besoin de comment est-ce que je fais pour fermer mon téléphone sans avoir besoin d'aller dans le bois. Un peu des fois comme quand le téléphone sonne, est-ce que tu es obligé d'arrêter tout ce que tu fais, de te lever instantanément puis d'aller répondre? C'est ça le problème, c'est que c'est ça qu'on fait. Alors que des fois, on est en discussion avec quelqu'un, là, t'es comme, ben, je suis en discussion, là. Puis je l'ai eu, cette réflexion avec mes enfants. Je l'ai vu de très, très jeune, là. Le Pavlov, là, c'était instantané. Le téléphone sonnait, là, eux autres, ils partaient sur une bulle, puis ils couraient vers le téléphone. Non. On est en train de parler, on est en train de jouer, on est ensemble. Comme le téléphone, on ira voir après. De réussir à intégrer ça dans sa vie. Mais ça, c'est quelque chose que je veux faire. Je pense que les entrepreneurs aussi vont le faire. Et ils le font en contrepartie, rendu à un certain niveau. Mais moi, c'est quelque chose... Moi, les téléphones maison, je pense que ça devrait revenir. Puis, c'est pour la seule et unique raison que, bon, mais ton cellulaire, quand tu arrives à la maison, surtout quand tu as des enfants et tu as une famille, mais
ton cellulaire, tu le mets de côté. Puis, s'il y a une urgence, tu as ta ligne téléphonique que ta mère, ton père, ta famille proche ont. Puis, si tu réponds au téléphone, peut-être c'est ça. Mais ton cellulaire, il est off. Il n'est pas là. Pourquoi? Parce que c'est trop facile de répondre à un courriel, de répondre à un texto, de jaser les amis. Puis je comprends. Tu sais, dans le temps, oui, on parlait à nos grands-parents, on parlait à nos amis, mais oui, puis on le faisait pendant des heures, mais on ne voyait pas nos parents parler pendant des heures au téléphone. En tant que jeune, on le voyait, mais nos parents parlaient à ma tante. Oui, il y a eu un mort dans la famille, quelque chose qui va mal. On les voyait au téléphone pendant une période de temps. Sinon, le téléphone sonnait, je m'en viens à la maison, c'était des 5-10 minutes, puis c'était rien. Puis sinon, c'était des urgences pour planifier une activité. Ouais. On est dans une ère d'hyper-connectivité aujourd'hui, puis l'enjeu aussi, c'est qu'il y a tellement de façons de communiquer. C'est niaiseux, mais juste pour s'en venir ici, on s'est écrit sur Messenger, on s'est appelé, on s'est envoyé un message texte, c'est comme 3 moyens de communication pour se rendre ici. C'est quand même incroyable. Puis là, on peut penser à toutes les applications, tous les réseaux sociaux. Il y a une quantité de façons de communiquer avec quelqu'un. Puis dans le temps, Carl, on se rejoint on a seté ça il y a 2 semaines. Carl, on se rejoint là à 7h. Ça aurait été. That's it. La communication s'aurait faite il y a 2 semaines. Il n'y aurait pas eu de confirmation. Puis un matin, on serait là. Puis il y en aurait un qui a eu le retard. On aurait resté dehors en attendant que l'autre arrive. That's it. Ou Castor, on a besoin de confirmation tout de suite. Ah, es-tu là? Ouais, je m'en viens. Là. Hey, il fait 3 minutes, t'es pas là! Communication continuelle. C'est fou. Puis le pire, j'avais regardé un. Puis d'ailleurs, je pense que tout le monde devrait le regarder. C'est le mini documentaire sur Netflix Focus. OK? Dans le fond, il parle de. C'est comment que le email a changé notre société. C'est rendu une job. Mais répondre à des mais mails. Oui, c'est rendu une job, mais c'est parce qu'un email, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est instantané. Vu que c'est instantané, on veut répondre instantané. Puis, ça l'arrête pas. Il n'y a pas de clou. Tu reçois une lettre, tu le lis, tu le mets sur la table, je vais y répondre. Tantôt. Il y a un clou. C'est fermé. Le dossier est fermé. On n'y pense plus. Avec nos téléphones, avec des courriels, avec tous les messengers, toute l'équipe, la conversation puis le dialogue est toujours ouvert. Ouais. Fait que vu qu'il est toujours ouvert, il y a toujours l'engagement de vouloir le continuer. On parle à nos amis à tous les jours parce que la conversation n'a jamais fini. Mais pourquoi la conversation n'a jamais fini? Parce qu'il est toujours ouvert, parce qu'on attend. Tu sais, mais j'ai vu que tu étais actif sur Facebook, tu n'as pas répondu à mon message. Ouais, je suis occupé. T'sais, on veut tout de suite. On se sent coupable de ne pas répondre tout de suite. Il y a un courriel qui rentre, on veut répondre tout de suite. On arrête tout, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la productivité d'un entrepreneur ou même d'une personne. C'est du batch emailing. Moi, je regarde mon courriel à 9h, à midi, puis à 3h. That's it. Puis tout le reste, mais je suis concentré dans mes activités. Parce que sinon, moi, je suis le pire là-dedans, mais je suis en train de faire quelque chose, le téléphone sonne, j'arrête de faire ça, le téléphone sonne. Là, je commence à faire quelque chose. Là, j'ai 15 tâches d'ouvert. Mais dans le micro-documentaire, c'est ça qui parle. C'est que on n'est pas bon à faire du multitask, mais c'est pas du multitask qu'on fait, c'est qu'on ouvre plein de fenêtres. Et on n'en ferme aucune. Exact. Puis ça m'arrive souvent aussi un peu dans ce même principe-là, tu sais, quelqu'un qui t'appelle, puis là tu te mets à faire des recherches ou d'ouvrir, tu sais, là tu ouvres tes courriels pour répondre à la personne, mais en ouvrant tes courriels, tu vois le courriel de quelqu'un d'autre, fait que là tu cliques dessus, mais là ça t'amène sur d'autres choses, puis là tu dis, ah oui c'est vrai, il faut que je demande ça à cette personne-là sur Messenger, puis là tu ouvres Messenger, puis là en ouvrant Messenger, tu vois les 3-4 autres personnes qui t'ont écrit, fait que là tu es parti, puis là tu fais, qu'est-ce que je faisais? Exactement. Puis là, on est tous TDAH à cause de ça. Exact. Non, exact. c'est toutes des choses qui font en fait que notre attention ne peut pas être là pour plus que 3-4 secondes. Un des devoirs que j'essaye de donner à beaucoup de gens, c'est de fermer leurs notifications. Oui. Parce que je trouve ça épouvantable, parce que là, on parle des courriels, par exemple. Puis, tu sais, le courriel, souvent, il n'y a pas d'urgence nationale. S'il y a une urgence nationale, soit c'est un texto ou un téléphone, la plupart du temps. Oui. Mais concrètement, quand tu as un courriel ou juste quelqu'un qui t'écrit sur Messenger puis tu as un pop-up sur ton téléphone constamment, ou que tu reçois des notifications pour toutes les applications que tu as, c'est à chaque fois tu déconnectes, puis c'est les 21 minutes ou 27 minutes, là, je me souviens plus exactement, de temps d'attention qu'on perd à chaque fois qu'on change de tâche. Et c'est incroyable quand il y a des gens avec qui des fois j'ai des discussions, puis à tout bout de champ, il y a une notification, puis c'est humain, le réflexe quand il y a une notification sur le téléphone, c'est de regarder. Ou même si je regarde pas, mon esprit est en train de se demander c'est qui
Pourquoi? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que je devrais répondre? Puis j'ai fait un atelier dans une classe il y a un mois ou deux. Mon téléphone a sonné pendant l'atelier. Je faisais un atelier sur le téléphone cellulaire. C'était même pas arrangé avec le gars des vues. Et là, c'est bon. Est-ce que je devrais répondre? Fait que là, les jeunes, là, c'était une classe de secondaire 3. Fait qu'ils ont quoi? Ils ont 14-15 ans, tu sais. Puis là, je leur pose la question, est-ce que je devrais répondre? Puis c'est arrivé à quelques reprises dans l'histoire, puis à chaque fois, ils me disent, ben oui, il faut que tu répondes, ça sonne! Puis là, je suis comme, mais pourquoi? Je suis en train d'animer un atelier. C'est comme, tu sais, je suis payé pour être devant vous, parler d'un sujet, tu sais. Puis là, comme vous voulez que je mette sur pause 30 personnes pour pouvoir répondre à une personne qui m'appelle pour probablement quelque chose qui n'a aucune importance ou pas, tu sais, probablement pas urgent. Je trouve ça fou à quel point on a Oui. c'est comme, ben oui, il faut que tu répondes. Mais pourquoi? Mm. Je vais terminer mon atelier, comme on termine dans une demi-heure. Quand je vais terminer, je t'appellerai après. Puis là, la personne serait, mettons, à l'extérieur de la classe, puis elle te verrait pour répondre, puis elle serait insultée que tu réponds pas. Ben oui! Mais encore là, pourquoi? Je suis occupé, je fais quelque chose. Dans le temps, c'était ça. Dans le temps, c'était pas non, c'est il doit pas être à la maison. OK? C'est aussi simple que ça, ils vont me rappeler tantôt. Ouais. Puis là, elle est comme le téléphone a sonné, j'ai manqué l'appel. C'est qui? Étoile 67 pour voir c'est qui. Mais souvent, c'est tu sais, quand t'as plusieurs projets, quand t'as plusieurs choses qui roulent sur plusieurs fronts, j'ai envie de dire, tu parlais d'ouvrir différentes tables, différents onglets dans notre cerveau. J'ai envie de dire, gérer plusieurs projets, c'est un peu ça que ça fait aussi. C'est que là, tu travailles sur quelque chose, puis tu fais un peu, dans notre tête, on fait un peu du coq à l'âne sur les différents projets qu'on fait. On parlait du focus. Comment tu gères le focus dans une optique où tu as plusieurs projets en parallèle qui roulent? Je suis en train d'en faire. C'est un travail en continu? Oh boy, c'est un travail en continu. D'ailleurs, la semaine prochaine, je mandate du monde pour venir m'aider à faire de l'organisation. Parce que, tu sais, on parlait de délégation tantôt, puis de croissance d'entreprise. Tu parles à n'importe quel entrepreneur, puis il va dire d'amener ton entreprise de là à là, ça prend une chose: des systèmes de l'organisation. Une fois que tu mets en place des systèmes de l'organisation, tu enlèves 20-30 heures de travail. Tu travailles de manière plus intelligemment, puis tu gardes d'être plus productif. Mais c'est de mettre les systèmes en place, puis de les intégrer, qui est un peu plus dur. Donc, une fois que c'est fait, tu enlèves tellement de. Tu es capable de focuser sur les choses qui comptent et non sur les choses qui comptent pas, parce que tu as mis les systèmes en place. Puis mettre le système en place, c'est que ça demande du temps. Comment dire? Ça demande du temps sur le court terme pour quelque chose sur le long terme. C'est difficile des fois à jongler parce qu'on va dire j'ai pas le temps de faire ça. Puis en fait, moi j'ai le réflexe souvent de dire dès que j'ai une tâche que je recommence plus qu'une fois, j'essaie de trouver une façon de l'automatiser. Puis c'est difficile parce que justement, c'est comme oui, mais j'ai pas le temps de l'automatiser. Il faut que je fasse la tâche. Meilleur exemple, moi il y a un fichier que j'envoie à tous les clients. Puis à chaque fois, j'ai de la misère à le trouver. Ça fait des mois que j'ai de la misère à trouver le fichier. Moi, je suis toujours là, je recherche, je le trouve, je le mets, je l'envoie. Ce serait quoi de le mettre dans un fichier sur mon desktop, man? Mais je le fais pas, parce que je suis tellement. Bon, mais je vais le faire, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Mais ça me prendrait 2 secondes, ça m'inviterait 3 minutes à chaque fois. Exact. Puis ce chaque fois-là, c'est à chaque jour. Exact. Mais je pense pas. Là, je parle, là, puis je vais dire, je vais le faire tantôt, Carl. Ah oui? Je le ferai pas. Mais c'est... Je m'engage à le faire. Excellent, on revient là-dessus la prochaine fois. Oui. Il y a des fois comme ça, j'ai entendu des entrepreneurs qui disaient passer à l'action instantanément sur ce genre de choses-là. Oui. C'est comme, quand là, mettons, tu parles de ça, là, dis moi j'arrête tout ce que je fais, puis je m'en vais le faire. Non, mais c'est vrai. Je donnais l'exemple, des fois, tu es dans un meeting, tu te dis, hey, il faudrait vraiment que tu parles à cette personne-là parce que lui, il travaille sur ce projet-là, puis je pense que ça pourrait t'aider. Oui. Des fois, tu te dis, je vais le prendre en note, puis je vais te l'envoyer après. Dis, non, moi, ce que je fais, là, c'est que sur le champ, live, je le fais live. Puis, des fois, dans des meetings, ça a l'air awkward, le monde me regarde, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? C'est comme, pourquoi tu fais ça? On n'est pas là pour ça. C'est comme, regarde, on règle le dossier. Je pense qu'il y a une propension à l'action dans les gens qui ont du succès. Puis ça, c'est quand même quelque chose qui est très important, je trouve, de passer à l'action. Tout de suite. Mais encore là, faire des choses. Mais en même temps, là, on retourne sur la pression sociale de tout ça, parce que là, si on fait ça, on n'est pas dans le moment présent, on n'est pas focus.
ben, c'est encore drôle parce que c'est du moment présent. Ouais. J'aime beaucoup, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes dans ma carrière, puis une des choses que j'aime beaucoup explorer, c'est le processus créatif. Oui. Dans le processus créatif, il y a cette espèce d'écoute du moment présent. Parce que tu peux pas être créatif, puis penser à demain, puis penser à ailleurs. Non, faut que tu sois là. Pour être créatif, là, pour vraiment produire une œuvre d'art, il faut que tu sois là, ici, maintenant. Oui. Et pour y arriver, ben, c'est de se connecter justement avec qu'est-ce que je ressens en ce moment, qu'est-ce que j'ai envie de faire en ce moment. Il y a une fin de semaine, je m'en rappellerai toute ma vie, c'est une fin de semaine où j'avais énormément, ma to-do list là, était grosse. Beaucoup de choses à faire. T'sais, tâches familiales, de job, de ci, de ça. C'est comme à tous les niveaux, ma to-do list était chargée. Mais j'avais envie de travailler. Je développe des jeux de société pour le fun, puis j'avais envie de travailler sur un de mes jeux. J'avais l'instinct. J'avais une idée. C'est comme s'il y avait une petite graine là, que. Il me semble qu'il faut que je rédige. Faut que je pense que j'ai travaillé sur mon jeu pendant 15 ou 16 heures cette fin de semaine-là. OK, quand même. Concrètement, j'avais d'autres choses à faire. Ouais. Concrètement, je me rappelle pas ce que j'avais à faire à ce moment-là, puis c'est probablement insignifiant. OK. Puis le jeu, ben, ce que j'ai rédigé à ce moment-là, il est encore dans mes archives. Il est encore dans. Oui. Ce que j'ai rédigé pour ce jeu-là existe aujourd'hui. Oui. Et toute la to-do list que j'ai pas fait, je me rappelle même pas c'est quoi. OK. Au final, qu'est-ce qui a le plus d'importance? La to-do list que j'ai pas fait ou. Ça dépend qu'est-ce qui était sur ou la to-do list. Mais concrètement, il n'y a pas eu d'impact. On a eu Oui, plusieurs années. il n'y a pas eu d'impact. C'est ça, je veux dire, on est plusieurs années plus tard, puis je me rappelle même pas. Fait que c'est pas comme si c'était quelque chose de majeur, Oui. dramatique ou. Donc au final, avec le recul, je me dis, ma to-do list était insignifiante. Oui. Parce que aujourd'hui, c'était tellement insignifiant que je me rappelle même pas. Mm. Versus ce que j'ai développé, ce que j'ai créé, qui est encore là. Oui. Que demain matin, je meurs, mes enfants vont prendre mon disque dur puis ils vont avoir accès à tous les jeux que j'ai travaillés. Il existe, il est encore là, tu sais. Oui. Mais ça, c'est parce que j'ai été à l'écoute de la créativité, puis c'est pour ça que je m'en rappelle, parce que cette fin de semaine-là, c'était comme, oh, j'étais comme tiraillé, dire, faut que je fasse ça, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Oui. Je trouve que c'est ça aussi, c'est d'être à l'écoute de ce processus créatif-là. Fait que dans ça, quand on dit passer à l'action, pour moi, il y a un peu de ça. De dire, hey, ça me semble être la chose que je dois faire maintenant, en ce moment. Parce que, fais-le. Oui. Fait qu'il y a des choses comme ça que je trouve que c'est de vraiment juste de se reconnecter avec soi-même, puis de faire ces petites choses-là. Puis au quotidien, on le voit beaucoup. Puis là, le danger, c'est d'oublier justement la to-do list. Puis de jamais la faire. Puis d'écouter le moment présent tous les jours comme ça, puis de jamais faire ce que tu devrais faire. Je trouve qu'il y a un équilibre à aller chercher dans ça aussi. Ça dépend dans quel domaine. Oui, mais il faut qu'il y ait un équilibre. Parce que il y a certaines to-do lists qui sont très importantes. Si tu les fais pas, mais ta compagnie a l'impact. Mais il y en a d'autres, comme tu dis, qui sont redondants, que tu peux déléguer, Ouais. que tu peux automatiser. J'ai comme en tête, mettons, tu as des factures à payer, là, puis là, mettons, tu as des bills qui s'accumulent, là, puis là, tu fais comme, OK, il faut que j'aille me loguer dans mon compte, puis que je rentre les numéros un par un, puis que je fasse. Ça va prendre quoi, 20-25 minutes peut-être, là, tu sais. Là, c'est pas grand-chose, mais ça me tente pas. J'ai pas de motivation. Je trouve faire ça demain. Voilà, jusqu'à temps que la date. Exactement. Jusqu'à temps que la date arrive. Tu sais. Fait que là, c'est. Un équilibre. C'est pour ça que je trouve que c'est cet équilibre-là, des fois, qui est dur à jongler. De dire, ben, j'ai des projets à long terme que je développe. Oui. Qui vont prendre du temps avant de devenir quelque chose. Puis j'ai des projets des tâches à faire sur le court terme qu'il faut que je fasse. Mais quand je fais mes tâches à court terme, je suis pas en train de développer mon projet à long terme. Puis quand je développe mon projet à long terme, je suis pas en train de faire mes tâches à court terme. Prendre des blocs de temps. Oui. Tu sais, dans 15 minutes, 1 heure pour le long terme, 2 heures pour le court terme. Parce que le court terme est important. Moi, je suis quelqu'un qui travaille souvent sur le long terme, mais vu que je travaille souvent sur le long terme, j'oublie le court terme. Puis le court terme est important. Le court terme est très important. Effectivement. Ben, je pense que c'est pour ça que je posais la question un peu de comment tu gères cet équilibre-là à travers différents projets, parce que tes différents projets ne sont pas au même stade, au même moment. Non, ils sont pas au même stade, ils sont pas au même moment. Puis je te dirais, j'en ai beaucoup, j'en ai même trop. Puis c'est correct, c'est qui je suis. Mais c'est ça, c'est d'être capable d'avoir l'équilibre, puis d'être capable de prioriser les bonnes choses, puis faire des erreurs, puis apprendre des erreurs, puis de ne pas faire l'erreur 2 fois. Tu sais, ça, moi je dis tout le temps, une erreur, c'est une leçon. 2, 3, 4 fois, c'est plus une leçon. Arrange tes choses. Mon père m'a toujours répété, une fois t'es ignorant, 2 fois t'es innocent. Oui, mais oui. Tu sais, tu n'as pas appris de la première fois. Deuxième fois, OK, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu apprennes de La troisième est inacceptable. Exactement, je suis pas d'accord. Ouais. Fait qu'après ça, c'est des excuses pour la justification.
Fait que, non, l'organisation, c'est quelque chose que je vais travailler beaucoup. L'optimisation. Puis, tu sais, on parlait de le faire à l'instant même. Tu sais, juste en parlant de ça, j'ai 3 affaires qui m'ont popé dans la tête, que j'ai pas faites à l'instant même, que j'espère que je me souviens de faire après le podcast, Tu vas probablement oublier. que je vais probablement oublier. Ouais. Qu'il fallait que je le fasse instantané, que j'ai pas fait. Puis là, c'est là où on a notre assistant AI dans notre téléphone, dit rajoute ça dans ma liste de to-do list, dans ma to-do list. Puis, Ouais. Puis là, j'ai le goût. Là. Mais tu sais, c'est ça. C'est ça le problème de la connectivité. C'est que là, tu sais, faut toujours être connecté, faut toujours être. On le fait tout de suite. On le fait tout de suite. On le fait tout de suite. C'est ça. Puis c'est le danger aussi d'être toujours tiré vers quelque chose. Oui. Puis de ne pas être capable de se poser aussi. Non, exact. Et y a-tu des moments, j'ai envie de dire, où tu prends des blocs dans ton horaire pour t'ennuyer? Non. Je m'ennuie jamais. Je suis pas capable. Pas capable. Moi, je trouve ça important, l'ennui. Mais moi, mon ennui, c'est quand je fais le sport, quand je fais 2 heures de vélo, quand je fais 1 heure de course. C'est plate, c'est long, mais tu le fais quand même. Mais c'est pas plate, puis c'est pas long. Moi, je le trouve pas plate, c'est pas long. Mais tu sais, le monde dit ah, mais qu'est-ce que tu fais pour toi? Mais moi, c'est mais ça pour toi, c'est. Oui, ça c'est ma méditation, ça c'est moi qui relaxe. Ouais, Phil, tu relaxes jamais. Ça, c'est ma manière de relaxer. Ouais. Je suis quelqu'un qui a de l'énergie puis qui a besoin de dépenser. Fait. Mais je t'avouerais que j'ai besoin de trouver quelque chose qui est plus zen, peut-être du yoga chaud parce que j'ai besoin d'extrême ou quelque chose de rien de simple. Faut que ce soit compliqué, mais tu sais, j'ai peut-être besoin de quelque chose de plus apaisé pour être capable de plus être méditation et tout. Mais non, j'ai pas de. Je m'ennuie pas. Un des exercices que je fais consciemment de plus en plus là, dans les derniers mois. Tu sais, il y a ces moments des fois où tu as un peu comme d'agitation intérieure. Puis tu sais pas trop nécessairement pourquoi ou comment, mais tu sais, tu as plusieurs dossiers en même temps ouverts. Puis là, il y a comme tu sais pas trop où prioriser, ou tu es comme un peu mélangé, ou tu sais, il y a comme plein d'affaires qui se passent en même temps. Puis là, tu sens que tu es comme pas efficace, pas productif. Ce que j'essaie de faire dans ces moments-là récemment, c'est de vraiment d'accepter, puis de juste comme fermer les yeux, de juste comme rien faire quelques minutes, juste une forme de méditation, juste comme pas ça je parle d'ennui, c'est comme juste m'ennuyer, puis ça permet de juste laisser aller l'esprit sur ok, il y a ça, 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 puis à un moment donné tu fais comme hey, sais-tu quoi, c'est ça qui est important. Là tu te rouvres les yeux, là t'es comme la pression est descendue. Là tu fais c'est ça qu'il faut que je fasse. À travers toute l'espèce de brouillard tu vas chercher la clarté. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui le font systématiquement le matin en se levant leur méditation ou qui vont avoir une montée. Mais j'aime plus cette mentalité-là. C'est une bonne. Je vais l'essayer, mais de le faire. C'est à l'écoute. Ouais, puis de le faire de manière quotidienne mais sporadique. Ouais. Puis des fois, c'est juste 5 minutes. Ouais, 5 minutes ici, 5 minutes. Ça n'a pas besoin d'être vraiment. Mais vraiment juste comme de dire OK, là, à l'intérieur, là, je sens que tu sais, il y a de l'anxiété, le stress, peu importe comment on le nomme, peu importe, on sait pas trop, on nomme ces affaires-là, mais tu sais, on dit comment dire, on voit la même couleur, mais comment est-ce qu'on sait que c'est la même couleur? Oh, exactement. Fait que tu sais, on nomme une émotion, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir que comment tu le ressens pour vrai? Mais j'ai envie de dire, peu importe comment on le ressent, mais des fois, il y a cette espèce d'inconfort intérieur-là. Je trouve que c'est un beau moment pour prendre cette pause-là. Puis de juste porter réflexion, puis de réussir à mettre le doigt, tu sais, le classique, le The One Thing, de mettre le doigt sur c'est quoi la chose, maintenant, là, tout de suite, que tu peux faire, qui va t'aider sur un maximum de fronts en même temps. J'essaie de me poser cette question-là de façon régulière. Parce que tu te rends compte qu'à différents moments dans ta journée ou à différents moments dans ta semaine, ça ne sera pas la même réponse. Parce qu'il y a des moments où tu vas dire hey, attends un peu, là, je suis avec mes enfants, là, je suis en train de préparer le souper, on s'en va faire une activité, je sais pas trop, comme la chose la plus importante en ce moment, c'est passer un bon moment avec eux. Même si j'ai XY dossiers à régler. Puis à l'inverse, des fois, tu es dans ces dossiers-là, puis tu as des problèmes personnels. C'est comme, non, c'est comme, la chose que je dois faire, c'est clencher ce dossier-là. Après ça, je me libère de ça. Après ça, je peux me pencher sur mes problèmes personnels. Essayer de voir, comme, c'est quoi la chose. Je pense que c'est un challenge pour tout le monde de vivre le moment présent. Je trouve que c'est quelque chose qui est très difficile. Puis la méditation l'aide, la gratitude à l'aide. Puis juste vraiment 2 pieds sur terre. La gratitude, souvent, ça sonne, j'ai envie de dire, ça peut sonner comme un peu ésotérique ou farfelu ou tout ça, mais... Oui, mais moi, je regarde, tu sais, ça peut sonner comme ça, mais l'anciennement, c'était la religion.
Dans toutes les religions, il y a des notions de gratitude. C'était des prières, c'était Ouais. souper, c'est merci pour le souper, merci pour le toit. Fait Ouais. que pour moi, la gratitude, c'est juste c'est une spiritualité plus moderne de dire on fait une prière à table. Moi, je le vois comme une façon de forger son cerveau à des choses positives. Oui, ça aussi, effectivement. À voir un des exercices que j'ai entendu plusieurs personnes faire, c'est, personnellement, je l'ai fait un peu à gauche par droite, mais c'est pas de façon assidue, mais de lister toutes les choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Oui. Puis t'arrives à un point où tu te fais comme, tu sais, mettons que tu vas en rajouter, puis en rajouter, puis en rajouter, puis arrive à un point où il faut que tu sois tellement granulaire de dire, hey, sais-tu quoi? Je suis content que ma voiture, elle fonctionne. Oui. Comme mon muffler est à changer. J'ai une roue qui fait du bruit. Mais il marche. Mon char fonctionne. Oui. Comme, merci. Comme j'ai été capable de me rendre ici. Gratitude et aussi écrire tes objectifs. Ouais. Mais ça, tu les écris comme avec un mind map, un vision board, un planificateur. Moi, j'ai un vision board, mais c'est drôle. Depuis que j'ai mis mon vision board, il y a bien des choses qui sont réalisées. Puis j'ai mis des affaires pas mal banales là-dessus. OK. Puis toutes les choses banales que j'ai écrites, ils sont réalisées, qui sont concrétisées. Puis, tu sais, juste de dire, bon, mais encore là, lancer dans l'univers, tu sais, on ne dit pas. Mais tu sais, il y a 2-3 semaines, j'ai exagéré à propos de quelque chose. Je dis, ah ouais, j'ai eu 2 clients, j'ai eu 2 références de tel client. Il m'en avait juste donné un. Mais quand je parlais, j'étais convaincu, ah ouais, il m'en a donné 2, c'est malade la référence. Il m'a rappelé ce soir-là pour en donner un autre. Là, j'étais comme, c'est-tu un addon? Fait que là, je veux le réessayer. Tu sais, parce que je crois vraiment à l'énergie que tu propulses dans l'univers peut revenir. Puis ça peut sonner égocentrique ou, tu sais, spirituel ou, tu sais, un peu... mais on est un pouvoir et une force incroyable quand on saisit la manière qu'on fonctionne et on est capable de le faire. Fait que juste de dire, mais je mets de l'énergie de devant, que je vais être capable de réussir, puis je vais croire en ça, ça fait en fait que tu peux le faire. Fait que là, comment tu peux contrôler quelqu'un d'autre à te donner des références? Je ne sais pas comment ça marche, là, mais c'est d'avoir confiance que ça va arriver. Puis des fois, juste avoir la confiance que ça va arriver propage que ça va arriver. Effectivement. Ouais. Ah, mais c'est un peu comme dans le livre Le Secret, là, qui était comme un peu. Oui. J'ai envie de dire qu'il y a un morceau qui manque dans ce livre-là, qui est le passage à l'action, à mon avis. Oui. Parce que dans ce livre-là, on est beaucoup dans pense à tes choses, puis ça va se concrétiser. C'est pas juste des pensées, c'est aussi de les ressentir, puis c'est aussi de poser des actions qui vont dans cette direction-là. Oui. Mais il y a quand même un fond de ça qui est, qui est véridique là, dans l'optique où il faut que tu ailles cette vision-là, effectivement, se fixer des objectifs. Puis je réalise aussi avec le temps que plus les objectifs sont clairs, plus c'est facile. Oui, il faut que ce soit clair. J'avais une cliente que j'accompagnais cette semaine et justement dans cette réflexion-là, elle me disait, j'ai besoin de faire un plan d'affaires, je vais avoir besoin d'aller chercher du financement parce que là, elle développe ses points de vente un peu partout. Puis il y a 2-3 petites choses qu'il faut qu'elle améliore. Puis là, elle se disait, mais je ne sais pas comment faire le plan d'affaires. Pourtant, elle maîtrise là, ce processus-là à 100%. Elle maîtrise tout le processus, tout l'ensemble de l'œuvre. Sauf qu'elle ne s'était jamais donné un nombre de ventes. Là, on s'est dit, hey, sais-tu quoi? Mettons que tu fais 10 000 ventes. Mettons que tu dis, là, 2025, l'objectif 2025, c'est de faire 10 000 ventes. Fait que là, le reste de 2024, c'est comment j'arrive pour faire 10 000 ventes en 2025. Oui. Puis, ça place beaucoup de choses. Parce qu'après ça, ça dit, si je veux faire 10 000 ventes, voici les différentes personnes qui peuvent m'acheter, les différentes entreprises qui peuvent relayer l'information. De ceux-là, ça roule sur X nombre de boutiques. Fait que là, je peux en vendre, je peux faire, mettons, ces 3 salons-là. Je sais que dans ces salons-là, je vais rencontrer tant de personnes. Je sais que de ces personnes-là, il y en a tant qui vont m'acheter. Là, tu es capable de dire comment j'arrive à vendre 10 000. Puis là, à partir de là, ton plan de marketing, toutes tes opérations. Parce que si tu en vends 1000, 10 000 ou 100 000, ton local ne sera pas le même. Parce que tu vas avoir besoin d'espace pour entreposer ces 1000, 10 000 ou 100 000. Fait que si tu n'as pas mis de chiffres, tu ne peux pas savoir quelle grosseur de local tu as besoin. Donc, tu ne peux pas savoir comment ça te coûte par mois. Donc, tu ne peux pas savoir comme. Tu peux savoir, tout est dans l'ambiguïté. Tu vois, moi, je fais le reverse. Moi, je fais du reverse engineering. Moi, je demande, tu sais, j'ai deux conseillers qui ont commencé à travailler avec moi. Puis, je lui demande combien tu veux faire par mois. Ouais, parfait. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour faire ça par mois, tu as besoin de vendre combien de contrats? Combien de familles avec un budget de 400$ par mois que tu as besoin de voir? Tu as besoin d'avoir 3, 4. Parfait. Combien d'appels puis rendez-vous qu'il faut que tu fasses pour vendre ces 4 Ça se quantifie. Fait qu'après ça, tu sais qu'est-ce que tu vas faire. Mais souvent, c'est plate. Fait qu'on le fait pas.
Ça rentre dans l'ennui, ça. Oui. De faire des téléphones. Oui, mais c'est plate. OK, faut que tu fasses 400 téléphones. Puis ça rentre dans on sait quoi faire pour y arriver. Bon, Ça, c'est pas. le 10%. Puis le 90%, il faut le faire. Ouais. Je sais clairement aujourd'hui que si je fais 100 téléphones aujourd'hui à des entreprises, à des petites PME, je fais ça aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain. Je vais avoir 20 rendez-vous. Sur mes 20 rendez-vous, je vais faire 10 ventes. Sur ces 10 ventes-là, je vais être d'un 6 chiffres. Est-ce que je vais le faire? C'est ça. Mais c'est là où des fois, j'ai beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre qui accordent une valeur à leurs idées. Dire, j'ai des idées, est-ce que je peux te vendre mon idée ou est-ce que je peux vendre mes idées? Puis c'est tout le temps challengeant de dire, mais ton idée, elle vaut rien. Je m'excuse. Non, c'est d'entreprendre l'idée qui vaut quelque chose. C'est ça, c'est comment tu la mets en application. Ouais, exactement, c'est la théorie. Mais c'est dur à exprimer, des fois, je trouve, à des entrepreneurs en démarrage qui ont des idées en tête, mais qui n'ont jamais concrètement rien fait. Puis c'est pas rien, encore une fois, rien de méchant, c'est juste qu'il y a non, mais ils sont dans la théorie des choses. Puis tu sais, je pense que tu peux pas apprendre à quelqu'un d'être un entrepreneur. Tu sais, tu as des cours de business à l'école et tout, c'est merveilleux, mais c'est des outils que tu peux utiliser en levier quand tu as le fibre entrepreneur puis quand tu entreprends. Parce que si tu restes uniquement dans la théorie, tu vas comprendre de la business à l'interne. Tu vas être quelqu'un qui va travailler à l'interne d'une entreprise pour un entrepreneur. Mais l'entrepreneur va prendre les risques et va entreprendre. Souvent, ils ne sont pas très scolarisés. Puis s'ils sont, ils ont été par après ou ils étaient déjà entrepreneurs pendant qu'ils étaient aux études. Mais souvent, tu regardes la fibre d'un entrepreneur, ça n'écoute pas les règles, ça fait tout le contraire que c'est supposé de faire. C'est pas bon à l'école de puis quand on dit que c'est pas possible, on trouve des solutions pour rendre ça possible. C'est ça l'entrepreneur. C'est contraire à tout. Ça se peut pas! Ça se peut pas. Check mon balai! Exactement! C'est ça l'entrepreneur. Puis on encourage ça. Ouais. Qu'à l'école, dans la société, on n'encourage pas ça. Ouais. Fait que tu l'as ou tu l'as pas, ça s'apprend pas. Puis non, pas que ça s'apprend pas. Ça s'apprend. Mais ça s'apprend très jeune dans l'éducation que tes parents vont te donner, puis dans l'encadrement qu'ils vont te donner. Ma fille, elle joue dans la boîte, elle se salit les mains. Moi, je vais la laisse faire. Elle va se salir, elle va se laver les mains. Elle joue avec des bébites. Peut-être qu'elle va se faire mordre par une araignée. Ça fait partie du processus. Je l'encourage à être entrepreneuse. Elle entreprend des démarches, elle fait des choses, elle va se faire mal, elle va apprendre, puis c'est de même. Mais si je serais là en train de l'encadrer, fait pas si. Là, je serais en train de l'enseigner, la théorie. Mais on n'a pas besoin d'apprendre la théorie. On a besoin d'apprendre la. Ça me fait penser à. Est-ce qu'on doit faire nos erreurs pour apprendre quelque chose ou si quelqu'un nous le dit, c'est suffisant? Moi, j'ai mon père en tête. Je te dis qu'il y a un monstre, mais tu vas aller voir le monstre pareil. Parce que, tu sais, faut voir le monstre pour y croire. Ouais. Je pense que, profondément, quand tu vis un échec, tu as une conscience puis tu as une compréhension que la personne, théoriquement, n'aura pas. Je pense que, théoriquement, la personne peut le voir et décider de ne pas le faire. Mais il n'y aura jamais la compréhension, puis il n'y aura jamais cherché autant d'outils que la personne qui l'aurait fait. Quand tu as fait l'erreur, tu comprends plus profondément. Ce qui vient avec puis ça. Les outils. Parce qu'encore là, je peux pas dire, je sais comment faire quelque chose parce que j'ai lu un livre. Je sais comment gagner une course d'auto parce que j'ai lu un livre. Puis parce que j'ai fait des simulations. Non, faut que tu fasses des courses. Parce qu'il y a une partie humaine puis réelle. Puis la partie humaine et réelle, c'est celle qui a le plus d'influence. C'est l'expérience. Oui. L'expérience puis le temps. Ce serait quoi ton premier souvenir avec l'argent? Vendre des ventes de garage puis tondre de gazon. J'ai commencé très jeune à tondre de gazon puis faire des ventes de garage. Pour quelle raison tu as commencé à faire ça? Je pense que mon père me l'avait mis en tête ou je voulais plus de cartes d'hockey. Fait que je voulais épargner de l'argent. Mais tu sais, j'ai commencé très jeune à épargner de l'argent. D'ailleurs, mon fils, j'ai encouragé à épargner de l'argent.
Puis l'autre jour, il est venu me voir, il dit papa, toi, t'aides les gens avec leur argent, hein? Il est venu me donner son cochon avec genre 100 pièces dedans. Il dit papa, tu sais m'aider? J'ai dit bon, j'ai acheté, bon, j'ai pas pris son 100$, là. J'ai acheté, j'ai commencé à acheter des kits à chaque mois pour mes deux kids. OK. Pour qu'un jour, je peux dire, bon, mais. Ça, c'est quoi? Tu le fais dans un compte non enregistré à côté? Oui, non enregistré, tu sais, j'ai acheté le mois passé, j'ai acheté du Disney. Tu sais, ça va être pour eux autres. Mais, tu sais, je veux leur apprendre l'argent jeune, mais je veux pas trop leur stresser puis créer de l'anxiété parce que je trouve qu'il y a une ligne mince. Je veux que mes enfants apprennent de l'argent, mais je veux pas non plus que ça soit trop. Parce qu'il y a une lourdeur qui vient avec ça, une responsabilité. Je veux qu'ils soient capables d'être enfants puis aller dépenser de l'argent sur une niaiserie comme tous les enfants font, sans être consciencieux de ah, mais peut-être si je le garde, je vais être capable de le garder pour quelque chose d'autre. Ouais. Faut que Parce que le 2$ qu'il va dépenser à 8 ans, comme même si on peut calculer le taux de rendement sur 60 ans, oui. dire ce 2$. Non, mais tu sais, non, mais c'est de dire, bon, mais tu sais, on va au Dollarama, on achète plein de cochonneries, ou garde tes 2$, puis on pourra t'acheter un vélo malade, ou un deuxième vélo, ou tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que je fais avec eux autres, mais il faut quand même qu'il y ait leurs 2$ pour aller au Dollarama et acheter une niaiserie aussi. Mes enfants, ils ont comme de la monnaie. Là. Mon père avait comme un paquet de monnaie, fait que comme cadeau de Noël, là, ça a été comme leur donner un gros paquet je sais pas, de tous les types de pièces, mais là, ils se sont amusés à trier ça, puis on va donner, ma fille, elle me sort. Je disais, bon, on n'a pas vraiment d'argent pour cette affaire-là. Je me souviens plus c'était quoi. Elle dit, ben, non, mais moi, je vais le payer, là. Ça me ferait. Du haut de ces 6 ans, je vais le payer avec mon argent. C'est comme, ben oui. C'est comme, t'as pas idée, là. T'as quelques dollars dans ta banque, là. Puis là, le souvenir que j'ai pour mon fils que je trouve vraiment, vraiment drôle, c'est on était allé au Dollarama, il y avait 4$, on avait échangé des bouteilles puis des canettes, puis il y avait 4$, puis il y avait des cartes de Pokémon ou cartes de hockey. Puis, ah papa, je peux aller en acheter 4, c'est une pièce chaque. Des taxes. Non, non! Tu vas prendre très vite, il y a des taxes, t'en dis, mais comment ça, je peux pas aller en acheter 4? J'ai 4$, c'est une pièce chaque. Non, il y a des taxes. Ouais. C'est 3, ça va être 4,60. Mais non! Ah oui. Exact. Non, mais c'est un gros sujet, je trouve, l'éducation de l'argent pour les enfants. Moi, c'est sûr que je suis plus habitué avec les ados qui arrivent à 16, 17, qui commencent à travailler, à faire des revenus, à se dire, OK, là, tranquillement, pas vite, il y a des projets qui embarquent. Là, tu leur dis, OK, mais là, bientôt, tu vas vouloir un permis de conduire qui coûte 1000$, tu vas vouloir un char qui coûte une couple de 1000. Ils ne savent pas encore, mais dans 5 ans, ils vont vouloir une maison qui va leur demander 20-30 000 de mise de fonds. Donc, il y en a plusieurs que ça commence à réveiller à ce moment-là, puis je trouve ça le fun de leur semer des graines sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'avenir. Mais avant ça, je trouve ça plus difficile parce que la notion de l'argent est différente quand tu es en bas de 14 ans. Tu ne vois pas nécessairement l'argent comme le fruit de OK, je dois aller travailler, puis là, je reçois de l'argent, puis avec cet argent-là, c'est comme plus l'argent, c'est un. Encore là, je reviens toujours à l'argent, c'est un échange de temps. Fait que souvent, quand mes enfants vont vouloir un gros jouet ou quelque chose, mais là, je dis, bon, mais parfait. Là, on a un choix à prendre. Soit qu'on s'en va faire une activité, ou qu'on achète du matériel. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils associent l'argent au temps. Fait qu'on peut faire une belle activité avec cet argent-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce même montant-là? Fait qu'avec ce même montant-là, on peut aller à iSalt. Ou on peut aller chercher 2-3 bébelles. Comme ça. Qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est vrai que j'ai pas fait cet exercice-là. J'ai été au quai avec mes enfants récemment. Ça coûtait 50$ pour une heure à l'aller, pour l'aller au complet. Puis quand tu dis on va au resto manger de la poutine, ça coûte à peu près ça 50$ aussi. Tu vas aller au resto ou tu vas aller au C'est ça. Mais j'ai pas fait cet exercice-là, mais je pense que je vais le faire la prochaine fois. C'est-à-dire, voici pour le même montant, voici les différentes options. Personnellement, j'aimerais bien plus faire la bowling. Voulez-vous qu'on aille à l'épicerie se chercher comme un snack à la gang à 10$, puis qu'on mette le reste dans une activité ou qu'on aille au. Puis ça, c'est de conscientiser tes enfants pour l'échange, un peu comme Robert Kiyosaki, puis père riche, père pauvre. C'est de les conscientiser du fait que, bon, mais c'est ça les choix que tu as. Puis quand tu es conscientisé à cet âge-là, mais plus tard, à 14-15 ans, ils vont déjà savoir la valeur de l'argent. Je peux faire ça avec ou je peux faire ça avec. Puis ils vont mettre plus de valeur envers des choses qui sont plus réelles, qui sont plus vraies. J'essaie de voir aussi à quel moment est-ce qu'il faut que je leur parle d'intérêt composé. Parce que ça, c'est un gros morceau en finance personnelle que les gens ont de la misère à saisir. Mais moi, j'en parle déjà.
ma fille a 6, mon fils a 7, mais je parle de l'intérêt composé pas en forme d'argent. OK. Je parle d'intérêt composé tout court. Puis l'intérêt composé pour moi n'est pas juste au niveau de l'argent, c'est au niveau des efforts et de l'action. Fait que si à chaque jour, on fait 10 push-ups, le jour après, on fait un de plus, le jour après, on fait un de plus, on réussit à s'améliorer. Fait que c'est la même chose avec l'argent. L'intérêt composé, c'est une micro-amélioration à chaque jour. Fait que pour améliorer ton jeu de soccer ou pour ton devoir, on va faire un micro d'effort de plus à chaque jour. Tu vas voir les résultats, tu vas aller chercher les résultats sur le moyen et long terme, tu vas voir la différence. Fait que moi, j'enseigne l'intérêt composé de cette manière-là. Mais pas avec l'argent. Et pas avec l'argent. Ça fait du sens. Parce que ça, c'est un concept que je sais qu'il faut que j'aborde avec eux. Que c'est ça, tu sais, je me dis, le classique de, mettons, tu as 1 million dans ton compte de banque, en réalité, tu as 50 000 à dépenser. Oui. Ton million, en réalité, c'est un revenu de 50 000 par année. Oui. C'est ce 50 000-là que tu dépenses et non pas le million. Oui. Puis je ne sais pas comment leur amener sur cette logique-là, c'est de dire, ben, si, mettons, tu as un certain montant, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu dépenses le montant au complet. C'est quoi le revenu qui t'apporte ce montant-là? Et ça, je pense qu'il y aurait une manière, puis on pourrait réfléchir ensemble, mais il y aurait une manière de le faire avec la bouffe ou un jeu, ou que finalement, tu as quelque chose qui produit, mettons, ton 50 000, mais que tu n'y touches jamais. Fait que ça peut être une recette, ça peut être, un meilleur exemple, un arbre. Vous plantez un arbre de qui produit plein de pommes, fruits. qui produit plein de fruits. On les prend tous en même temps. Mais tu peux aussi prendre les graines de ces fruits-là pour en planter d'autres. Ou on peut prendre on peut tout le prendre en abondance. On le prend tout. On n'en a plus. Ou on peut en prendre deux par jour. Ouais. Puis on va en avoir tout l'été. Oui, effectivement. On peut le faire avec une plante, on peut le faire avec. Oui, l'exemple avec l'arbre, je pense qu'il peut être intéressant, effectivement. Ouais. Ou, tu sais, basilic, ça peut être une épice, ça peut être quelque chose. Les arbres, ça prend un peu plus de temps à pousser, là. Oui. Non, mais c'est vrai parce que tu parles, mettons, du plant de basilic, puis ça me fait penser à ma fille qui prenait toutes les feuilles, puis là, j'ai mon gars en arrière qui disait non, laisse celle-là, elle va grossir. Oui, exactement. Fait que t'en prends une par jour. C'est vrai. Fait que ça fait du sens. Ouais. Ça, c'est ton million. Effectivement. Oui. Non, c'est cool. Est-ce que. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as un concept, une dernière anecdote que tu veux raconter? Mais là, je vais faire le truc de basilic avec mes enfants. Ça, c'est. Ouais, je pense aussi. Ouais, c'est. Quelque chose à rajouter pour la fin. Mais qu'est-ce que je dis tout le temps? C'est vraiment. C'est le processus, c'est pas les résultats. Puis continue de mettre les efforts. Discipline et rigueur, intégrité dans tout ce que tu fais. Puis c'est pas une question de quand. C'est pas une question de si, c'est une question de temps. Tu sais, je regarde ma dernière année vis-à-vis les 5 dernières années, puis je commence à voir les résultats de 5 ans d'efforts. Ouais. Puis là, je me sens là, moi aussi. Puis là, je suis sur une lancée, puis je veux continuer à lancer, puis tu sais, je continue. Mais quand tu es sur cette lancée-là, faut pas lâcher le gaz. Faut continuer d'en en mettre autant, puis même plus. Pourquoi? Parce que c'est très vite débarquer de cette. Comme le marathon, hein, c'est le dernier 1000, c'est le plus dur, mais c'est là où tu donnes tout ce qui reste. Exactement, il faut. Puis encore là, on donne à 100% tous les jours, puis les résultats vont venir, il faut juste le faire. Ouais. Alors, je suis 100% d'accord, je me sens là aussi de dire. L'image que j'aime beaucoup, c'est les deux mineurs, là, qu'il y en a un qui abandonne puis qui est juste sur le bord du. Oui. Cette image-là, moi, je l'adore parce que je trouve que ça reflète bien cette notion-là de plus tu es proche de réussir, plus tu as envie d'abandonner. Oui. Une des choses que je me répète souvent, c'est que si j'ai envie d'abandonner à cette étape-ci, ça veut dire que quelqu'un d'autre avant moi a abandonné à cette étape-ci. Oui. Ça veut dire que si je continue, j'ai encore de traverser un mur. Tu sais, je viens de monter une marche, je viens de traverser un mur de plus. Et puis justement, c'est plus j'ai envie d'abandonner, plus je suis proche de réussir. Fait que c'est comme plus j'ai envie d'abandonner, plus je me motive moi-même à continuer. Oui. Dans un certain sens. Il y a une parole en anglais, you never know how close you are to success. Ouais. Tu le sais pas. C'est peut-être demain. Exact. C'est peut-être demain. Fait que donne-toi une journée de plus. Oui. Puis demain, dis-toi la même chose. Puis demain, dis-toi la même chose. Puis à un moment donné, mais ça va être la journée après. Ça va être demain. J'avais un client aussi cette semaine, même principe. Je disais, tu sais, on est en train de faire son plan de match. Tu sais, imagine que ça, là, dans 1 mois et demi, ça peut exister. Mettons, là, dans les 2 prochaines semaines, tu fais ton plan, tu mets ça en place. Dans les 2 semaines suivantes, tu commences à le présenter aux bonnes personnes. Puis les 2 semaines après, tu closes des deals. Ça veut dire que tout ce plan-là, dans 1 mois et demi, ça peut être en place. Puis tu pourrais faire 150 000 de revenus dans 1 mois et demi. Là, tu sais, ça a l'air comme. Ça fait combien de temps je peux faire mon revenu annuel comme dans 1 mois et demi? Ouais.
C'est pas farfelu, là. Tu sais, ce que je présentais comme plan, là, c'était 0 farfelu. Mais c'est une question de, vas-tu vraiment le faire? Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Savoir, puis entreprendre. Théorie, démarche, action. Faut mettre les actions. Exact. Hey, merci beaucoup pour le podcast. C'est super la belle conversation. Comme oui, toujours. j'ai bien aimé. Puis Ouais, on se reprend, c'est sûr, à travers ça. Oui. J'aimerais ça, à un certain point, intégrer les enfants dans le podcast. Oui! Parce que mon gars m'a déjà demandé de faire une entrevue ou quelque chose. Ou en tout cas, ça il tente de s'impliquer dans ça. Oui. Puis je me suis dit, peut-être que ça pourrait être intéressant Oui, d'avoir nos enfants qui organisent quelque chose en termes de podcast. Je me dis que ça peut être le fun de voir leur point de vue, puis de voir comment est-ce qu'on est capable d'expliquer les choses pour que eux comprennent. Puis je pense qu'ils vont comprendre beaucoup plus qu'on leur donne. Parce que, tu sais, dernière anecdote que je vais dire, j'étais dans le champ avec mon fils l'autre jour, puis il me dit, papa, pourquoi la ville ne donne pas des permis de construction pour que tu puisses construire des logements quand on est en pénurie de logements? Ça, je me mets de bord, je suis comme, hein? Je suis où? Je dis, attends une minute, répète ça. Il dit, oui, je suis où? T'as entendu? Il dit, papa, je t'ai entendu parler au téléphone, tu sais. Tu disais à quelqu'un que ça prenait 8 mois à 16 mois avoir un permis de construction de la ville de Québec pour construire quelque chose. Mais je t'ai aussi entendu dire qu'il y a un manque de logement. Pourquoi la ville prend autant de temps? Là, je suis comme, hein, faudrait que tu poses cette question-là aux élus. Ouais. Tu sais, genre, pour lui, ça fait pas de sens, c'est pas logique. Ça fait pas sens. Mais je trouve ça tellement. Tu sais, c'est ça la beauté avec les enfants. C'est tellement innocent. Ma fille, elle va voir un fumeur. Pourquoi tu fumes? C'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé. Tu le sais que c'est pas bon pour la santé? Ouais. Tu continues? Mais pourquoi? Exactement. Eux autres, c'est ouais, ça. C'est logique. Fait que pour lui, c'est comme. Fait que ouais, je suis vraiment content de faire ça. Ben, je pense que les questions qu'ils peuvent poser, effectivement, peuvent nous amener dans des choses très, très fondamentales. Oui. C'est vrai, là. Mais en tant qu'adulte, souvent, il y a des choses qu'on a acceptées de la société. Oui. On a accepté que puis on vient compliquer les choses. Ouais. On rajoute beaucoup de complexité. Pour un enfant, c'est très logique. Puis moi, j'ai toujours dit, la plus haute forme d'intelligence, c'est la logique. Définitivement. Ouais. Mais c'est dur. Parce que les émotions embarquent, nos environnements externes embarquent, puis la complexité embarque. Mais être logique et simple et rationnel, c'est une des affaires les plus dures. Puis quand tu dis ça, que ton enfant t'écoute, moi, ça me fait rire aussi parce que maintenant, je sais pertinemment que mes parents et mes enfants écoutent le contenu que je produis. Oui. Là, ça replace en perspective aussi. Comment tu vas élaborer les sujets, qu'est-ce que tu vas dire. Ben, c'est ça. Comment tu vas parler. Ouais. Je pense que ça ramène une dose d'humilité aussi dans tout ça. Oui, intégrité. Exact. Ouais. En tout cas, c'est très, très apprécié. C'est Merci beaucoup, Phil. Ben oui. Fait qu'on se reprend bientôt. Oui. Merci à tout le monde. Merci tout le monde pour l'écoute.